Émission 561. Cette semaine, Dark Knight Metal. En direct de leur studio, situé à Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez Oui Oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Tout. Benoît Mercier au micro et cette semaine dans le studio, chanteuse d'une équipe dont les membres préfèrent traverser le Dark Multiverse que prendre les transports en commun à l'heure de pointe. Hey, c'est vrai. Oui. On va les présenter à l'instant. Le premier adore incarner le tueur en série de la franchise populaire de jeux vidéo Uncharted. Simon Chénier est C'est avec nous. fascinant comment il tue du monde. Ce gars-là, aucune responsabilité. Nathan man. Drake, ouais, Un des plus grands Ben, tueurs. ce qui est fucked c'est un up, mass c'est- murderer. si on peut développer juste une seconde là-dessus, Ben oui. ce qui est fucked up, c'est que, tu sais, Naughty Dog, avec leur franchise de Uncharted, tu sais, ils ont amené la narrative en jeu vidéo un Ouais. cran plus loin. Et bizarrement, c'est ça qui crée le paradoxe. Le contraste. Que ça Mm. fonctionne plus. Parce que le gars, clairement, c'est son personnage, comment il est écrit, c'est pas un mass murderer. Non, c'est mais ça. ce que Ouais. tu joues dans le jeu, tu as tué, je pense, 2000 personnes à Ouais, travers ouais. la... C'est d'ailleurs le problème dans Watchmen, non pas Watchmen, Watch Dogs. Watch Dogs 2. T'as Ouais. une équipe de gentils petits pirates qui tuent des policiers à coups Ouais. de gun à San Ben, Francisco. puis, ce qui est malade, c'est qu'il avait réglé ce problème-là, Rockstar, avec leur dernier Grand Theft Auto, parce qu'à un moment donné, justement, t'incarnais des personnages qui sont tellement bien écrits que ça n'a pas rapport que tu rentres dans du monde, genre, parce que t'es drunk, Ouais. pis, tu sais. Fait que dans le dernier, ben, ils ont créé un psycho. Fait que tu peux tout faire Et ces voilà. fantaisies-là de tuer du monde à travers ce personnage-là. C'est réglé. Le dernier, vous venez d'entendre sa voix, même s'il est mentionné dans le film Jurassic Park. Je t'assure, mon cher, le Costa Rica est un vrai pays. Jake Dion est avec nous. Là, je comprends pas. Là. Jake qui pensait que le Costa Rica, Non, pendant longtemps, n'était pas un vrai pays. J'ai dit ça à Marilyn pour rire. là. Oui, oui, c'est ça. pas- Quel âge que c'est pas t'avais, vrai. Jake? Ouais, T'avais 23 ans. ben, c'est pas des affaires qu'on dit à la radio. Trop tard! Ah. Hey, j'étais un peu fébrile. Ça fait longtemps que les Ouais. trois, on est là. Parce que là, Ouais. c'était Simon, quand je suis revenu, toi, t'étais pas là. Jake, t'étais parti je sais pas où, là, dans le bois. Et là, la semaine dernière, c'est Yannick qui est venu m'aider parce qu'il y avait personne qui pouvait. Donc, c'est la première fois depuis le retour de Fantasia que nous sommes tous ensemble, les deux originaux et le réserviste. Puis ça fait combien de temps qu'on De a quoi? pas fait le show juste les trois ensemble? Ça doit fait faire plus des d'un mois, ça fait un mois et demi. Moi, Facile. Je pense que c'est avant, comme, mettons, le retour officiel de Gauthier. Ouais, Ouais, genre... C'était dans ce temps-là. Pour vrai, ben là, pas tant que qu'on ça. était trois. Je pense que ça date de la cuisine. Ouais. Ah ouais, juste les trois ensemble? Juste Ouais. les trois, Ok. ouais. Ah, ben, Puis il paraît qu'ils sont malades, ces épisodes-là. sont Moi, je très me bons. rappelle qu'on n'arrêtait pas de rire. J'ai Puis que... j'ai réécouté celui de Secret Wars, qui est Ouais. le plus long, je pense. Oui, 2 heures 2 et heures et demie. quelques. Puis c'est vraiment le fun. On est comme Ouais. relax. C'est puis, ça. on fait juste jaser. C'est ça. Ben, c'est ça le but aussi. Ouais, ici. ouais. Au pire, aller, si éventuellement là, ça ferme, ben, on sait où aller. Dans la cuisine. Dans la cuisine, Dans la ouais. cuisine. Je me rappelle, comment tu les appelles ces épisodes-là? Les épisodes oubliés? L'exil. L'exil? C'est entre le moment qu'on est parti d'autres places puis on est venu ici, il fallait qu'on Mhm. recommence à podder, là, parce que ça faisait un bout qu'on n'avait Ouais. pas fait d'enregistrement. Mais je me rappelle que dans un de ces épisodes-là, je pense que c'est celui qu'on parle de Wonder Woman. Pas Earth One, mais celui par Jill Thompson. là. Oui, l'espèce de... C'est une revisite ou une... Ouais, je comprends ce que C'était tu veux tout fait dire. à l'aquarelle. Là. En tout cas, Mhm. ce book-là de Wonder Woman, je me rappelle qu'à un moment donné, on a comme drifté pendant une demi-heure sur le fait qu'elle est faite de glaise. Si un poisson s'était collé sur cette motte de glaise-là Ouais, en ouais. même temps qu'elle est devenue vivante, et que seraient les aventures de Wonder Woman si elle avait un poisson collé dans la face tout le temps? Eh oui, Ouais. comme un sidekick. Là. Puis on a, tu sais, on a été loin, là. Je On me a souvenais poussé pas de ça. On a poussé ça pendant une demi-heure, là. On a de l'imagination, Oui, ben quand oui. même, à notre vieil âge. Écoutez, moi, j'étais un peu fébrile, c'est ce Ben que je oui, voulais moi dire, mais aussi. je suis content d'être là. Ça faisait un bout que je voulais faire le show avec vous deux. Là, Gauthier, est-ce qu'il est encore à Londres? Est-ce qu'on sait ce qui se passe avec lui? Je pense qu'il est à l'autre place qu'il allait. Qui était Je quelque pense part en Europe. en là. Amsterdam. Danemark?
C'était pas Danemark? C'est tout collé. Il me semble que ces c'est places-là. Copenhague. Ah oui, ça se peut que ça soit ça. Peut-être qu'il va croiser une auditrice ou un auditeur des Mystérieux là-bas. On sait pas, on a des fans en Europe. Donc en tout cas, Mais je sais qu'il a été au musée voir l'expo de Ron Mueck. Puis si vous savez pas c'est qui Ron Mueck, Nope. googlez ça, c'est assez impressionnant. C'est un dude qui fait des sculptures ultra réalistes, mais géantes. ah ouais. Puis il est connu pour avoir fait la face d'un bébé qui braille, mais c'est genre 10 pieds de haut. C'est vraiment weird. Là. C'est Tu vois comme- toutes les parts de la peau. C'est comme si... Ok. On se sent comme si on était Ant-Man, Eh en fait. boy, c'est comme une phobie qui devient réalité Oui. pour moi. Un Oui, puis bébé c'est- géant. Puis c'est ça, puis c'est pas super happy. Tu vois que le gars, il travaille ses démons à travers ses, Oh, wow. ses sculptures. Est-ce qu'il y a des ouais. enfants? Est-ce qu'on sait? Je sais pas, non, je sais pas. Moi, j'ai des annonces pour commencer. Premièrement, je l'ai dit dans les deux derniers épisodes, mais là, c'est important. Le dernier épisode de Bifurcation, le 5e, est sorti. Donc, vous avez plus d'une heure et demie de stock à aller écouter pour les membres payants des Mystérieux Étonnants sur notre plateforme Patreon. Puis pour les gens qui se posent la question, oui, si vous donnez de l'argent, et là, j'arrête pas de dire 4 cafés depuis des mois, mais c'est le prix d'un café. C'est le prix d'un café par mois pour faire en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. Vous avez un fil RSS unique pour vous. Donc, tant que vous donnez, ce fil-là est actif, puis vous pouvez vous abonner sur iTunes, sur votre appareil mobile. Et j'étais avec Simon Prêche d'Ars Morienti, Les Oubliettes, qui est déjà venu au podcast aussi, c'est un de nos amis, qui a travaillé sur le show de Fantasia 2018, et Rémi Fréchette, qui est un nouvel ami, qui est un auditeur, en fait, des Mystérieux Étonnants depuis longtemps. Il faisait, entre autres, Les Jaunes, on l'avait reçu pour cette série-là il y a très, très longtemps. Ben, il est venu participer à l'émission parce qu'il était aussi à Fantasia cette année. Puis Rémi Fréchette, moi, je l'ai jamais rencontré, mais... À ma fête, il était là. Ah, ben peut-être, mais tu sais, je veux dire, je me rappellerai pas de lui. Là. Non, mais dans le On sens... le salue, Rémi. Oui, mais... Puis, écoute le show, hein. Enchanté. Mais c'est que, en fait, je suis allé voir Summer of 84 Il aussi. est genre parlé pendant une demi-heure. C'est ça, probablement qu'il y a eu une non. grosse discussion Ah, avec non. Super Deep, comme il t'arrive tout le temps, là. Il est comme, nice, il parle de mots mystérieux. Parce Ah, que check. pour la petite anecdote, beaucoup de gens, des fois, arrivent dans des lieux publics, ils viennent saluer Jake comme c'était leur frère oublié ou perdu. Ouais. Et Jake, après, dit « J'ai aucune idée, c'est qui cette personne. » Ouais, ça arrive souvent. Mais c'est ça, c'est que je suis allé voir Summer of 84 au cinéma du parc, parce que je Ouais. pouvais pas quand tout le monde est allé pendant Fantasia et Fantasia, tout. oui. C'était, il y avait une présentation d'un kino. Juste avant son film, oui, c'est C'est ça. ça, puis c'était Rémi Fréchette. Exact. Et voilà, fait que c'est le bon gars, ok. C'est le bon gars. Puis moi, ça m'a développé une espèce d'idée que j'aimerais ça que ce soit une loi. On devrait toujours présenter des courts-métrages québécois avant les films. Ça serait malade. Je pense qu'au cinéma du parc, ils le font souvent. Mais c'est vrai que dans les cinéplex, ça serait le fun. Oui, parce que tu sais, peu importe, même si ça marche bien le cinéma au Québec, même si ton film marche bien, je veux dire, tu seras jamais à la hauteur des Avengers et de ces blockbusters-là. Fait que tu sais, en permettant une vitrine, puis tu fais comme... Ah oui, c'est le réalisateur qui a fait, tu sais, le short avant Ant-Man, c'était lequel ça? C'était le gars qui se perd ses culottes au métro. Ah ouais, c'était drôle ça! Ouais. Et voilà. Ouais, c'est une bonne idée. C'est sûr que c'est mieux que la fille qui met C'est le dude maintenant. une boule de neige dans son frigo. Ah, là, elle, puis ok, ça ouais. devient un bonhomme de neige. Ouais, Je sais Ouais, pas c'est trop, une publicité là. de Coke, je pense. Une affaire de même. C'était une affaire de... Ça va bien aller parce Oui. qu'on est une banque. Oui, c'est- C'est pas du genre. Puis il n'y a pas l'autre dude, là. Moi, je pensais que tu Oui, parlais oui. du dude qui... Hello, c'est Nan Taylor ou je sais pas quoi, Nash Ouais, Taylor. Chip... non, Chip. non, Zep... Il y a un nom. Stuff Tanner Zip Chen. Ouais, ce fucker-là. Ouais, qui dit « Hey, va-t'en pas, dans 2 minutes, on va jouer un autre jeu sur ton téléphone. » Hey, restez là dans quelques instants. On va regarder des bandes annonces que vous avez déjà vues 15 fois sur Internet. Ouais. Restez avec nous. Voici une annonce de char de quelque chose C'est trop ça. cher. Moi les trailers de films, j'ai aucun problème avec Mais ça, ça- même que c'est- c'est nécessaire. Mais c'est pour quoi mon les annonces? expérience. Qui Mais les annonces achète de un char, char je en comprends fonction pas, des man. annonces, man? C'est quoi cette affaire-là? Je sais pas, man. Qui a de l'argent en 2018 de 1 pour s'acheter un char? Ouais. De 1? Puis, Pas moi. il y en a juste une fucking en français, pis c'est Dodge Ram. Ouais, Dan Bigra, Je là. travaille bien. Un logo noir sur un truck noir. Ouais. T'aimes ça? Puis là, j'en ai vu un moment donné, un Dodge Ram. Oui. Puis là, je pensais juste à ce pub-là. Mais Ça cette des voie-là, mauvais souvenirs. sur d'autres produits, ça fonctionne pas. C'est qu'une association inconsciente qu'on fait entre Dan Bigra Puis un gros Dodge Ram. un gros... Tu sais, cette semaine, les bois sont en spécial chez Provigo. Ça marche pas. Ça marche pas en tout. Alors, Où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça. Bifurcation est On a disponible. bifurqué. On a... Oh!
on a bifurqué. Voilà. Et sinon, j'ai participé, c'est vendredi, quelle journée j'ai participé à ça? Jeudi dernier, au podcast de Jean-François Provençal. Allô, c'est un podcast. Et on a parlé de Star Trek, messieurs. Ben oui. Et Jean-François aime beaucoup Star Trek. Fait que finalement, j'étais respecté dans mon amour pour cette belle franchise. Donc, 1h30 de Star Trek. Allez jeter un coup d'œil sur Facebook, iTunes. Et je pense qu'il a mis ça aussi sur YouTube. Ouais. Non, Merci mais à pour vrai, Jeff. je suis super content pour toi, man. Ouais. Ça devait tellement être le fun. Là. Ah, Jaser de quoi que... Ben oui. Ben oui. Non, c'est ça. Avec du monde quelqu'un qui me respecte. C'est comment, la nouvelle série, là, Star Trek. Discovery, c'est pas super bon. Bon. Hey, mais attends. Oui, vas-y donc. Je peux parler de Star Trek avec toi, si tu veux. Comment ça? Parce que j'ai écouté un épisode de la série originale. Ah oui. Qui est... J'étais rendu là, c'est l'épisode qui est considéré comme le meilleur. OK. Qui est At the Edge of the City of Time, ou je sais pas trop. Oui. En tout cas, celui où faut qu'il aille dans le passé pour arrêter McCoy qui est viré fou, qui est rentré dans un portail pour... en tout cas, puis il faut qu'il laisse... C'est au moins 3 épisodes, ça. Non, mais c'est un, puis à la fin, il faut que Kirk décide s'il laisse mourir la fille avec qui il est en amour, parce que si elle meurt, Il n'aura jamais connu Hitler ne gagnera pas. Ah. Oh. Sauf que si elle laisse vivante, les événements vont faire que toute la société va changer, parce que à la Deuxième Guerre mondiale, Hitler va gagner. Ah, ok. Tabarnouche. Fait que c'était comme un gros débat philosophique dans ça, puis c'était cool. C'était un épisode vraiment fun. C'est très Star Trek Ouais. comme prémisse. J'aime bien ça. J'ai recommencé. En fait, moi, je suis jamais tapé entièrement l'Original Series. Je les ai écoutés dans le temps à Canal D en français, quelques épisodes. Ça s'appelle La Patrouille du Cosmos. Ouais. Et là, j'ai recommencé, en fait, sur Netflix. Ouais, mais c'est ça, je les écoute en français sur Netflix. Ah, en français, ouais, ça fait un petit camp, le fun. Ouais, avec des vieilles voix d'Edgar Fruitier, là, c'est le fun. Wow. Mais ça, on parle souvent de ce concept-là de genre, mettons, faut que tu tues une personne, puis là, ça va empêcher les événements de nanana. Mais on pose jamais la question à la personne qu'il faut qu'il se fasse tuer. Tu sais, moi, j'ai pas le choix, j'ai pas mon mot à dire, là. Non. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est genre, Et tout moi, je repose n'hésiterais sur... pas un instant, mon cher. Ben, c'est ça, tout repose sur toi. Mettons qu'il faut qu'il me tue, puis là, ça fait que Hitler du futur n'existe pas, genre. Mhm. Ouais. Mais moi, là-dedans, c'est que je veux la vivre, ma vie. C'est pas de ma Tu faute. le sauras pas, tu seras jamais né. Ben, c'est ça. Ouais. C'est Mais beau. Je trouve que c'est mal fait. C'est beau, la philosophie. C'est ça que je devrais enseigner au cégep. Non, mais tu sais, tu peux en parler, puis peut-être la personne peut changer. Juste Ouais, parce que ben, tu la mets au courant, le pire, c'est que déjà, je viens ça d'avoir- change quelque chose. Je viens d'avoir un flash, c'est arrivé à Vision. Tu sais, dans le dernier Avengers, Vision, il dit comme tuez-moi. C'est pas une affaire de si je vis, Hitler va. Mais tu sais, c'est une affaire de si tu me tues, ben tout ça, ça arrivera pas. Donc, puis c'est sa décision à Ouais. Vision. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un. T'es-tu en train de dire que t'es aussi noble que Vision? Ben, moi, je pense que je pourrais lever le marteau. Où tu penses, toi? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un marteau-là de la noblesse, là, le marteau Ouais, de la vertu. Ouais, c'est ça. Je pense que je serais Je capable. pense que tu souffres de... c'est quoi, on appelle ça de la dissonance cognitive? Ouais, Dissonance mais cognitive. c'est qu'en fait, Cap était pas capable de le lever parce que, tu sais, Cap, il a tué du monde, puis, tu sais, il aimait ça. Moi, j'ai jamais tué personne. De ce que tu sais. Ben, c'est ça, volontairement. Tu viens pas... T'as déjà dit que tu voulais nous tuer un moment donné. Dans t'as- un jeu vidéo. Oui, Ouais, mais tu sais. ça avait de l'air, en tout cas. En tout cas. Puis, d'ailleurs, c'est ça, quand Vision se fait enlever son cristal, là, par Mhm. Thanos, il devient gris. Mhm. Et ça, d'après moi, ça foreshadow. Tes cheveux. Oui, c'est ça, exactement. Mais on sait que dans les BD, Vision est devenu gris un moment donné. En Je savais fait, pas ça. argenté, oui, c'est Ah, ça. ben c'est le fun, ça. Ben oui, puis c'était comme un upgrade. Fait que, Un tu sais, petit clin d'œil. peut-être. De toute façon, là, les films de super-héros, il n'y en aura plus, là. Ben non, non. On sent l'essoufflement, là. Ouais. 10 ans que le monde dit ça. Ben c'est ça, Allô, c'est un podcast Bifurcation. Et d'ailleurs, je vais le mentionner tout de suite pendant qu'on est dans les annonces. Cette semaine, tu enregistres un Noël chez Isidore, un nouvel épisode, Oui, devrait sortir vendredi. vendredi de cette semaine. Donc, gardez un œil sur les internets. Qui veut commencer les nouvelles cette semaine? Moi, j'en ai quelques-unes, j'en ai 3, mais j'ai beaucoup parlé. Là, fait Non, que, mais vas-y. Attends, je vais faire les sorties Blu-ray. Ça va nous on va mettre dedans. la table. c'est Ouais. On va le mettre dedans, c'est bon. C'est bon. Fait que le premier que je vais vous parler, c'est Lady Street Fighter, un film de 81, réalisé par un gars qui s'appelle James Ryan, qui a fait entre autres, pour vous messieurs, peut-être vous vous souvenez que je vous ai fait écouter ça, le film Hell Riders.
Ouais, je pense que oui, mais Ça fait longtemps. Mais rafraîchis-nous la mémoire. un peu. c'était des motards qui envahissaient un village puis qui traumatisaient tout le monde. Mais c'était super cheap. Puis il y avait le méchant, je pense, qui s'appelait Snake. Puis il mangeait ses gales pour montrer qu'il était Oui, tough, le là. gars qui mange les gales, je m'en souviens. C'est ça. Là, c'est un film. C'est une danseuse exotique qui s'en va à Los Angeles pour venger la mort de sa sœur contre un gang, ou plutôt des gangsters. Entre autres un proxénète et peut-être même un agent du FBI qui serait peut-être un ripoux. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est fait un peu avec les moyens du bord. C'est tourné genre en 81, mais ça file vraiment 70. Parce que juste le look et La qualité de l'image est pas bonne. Ouais, la technique et tout ça. Il y a beaucoup de coups de pied. Ouais. Il y a beaucoup de roulades aussi. Il y a du lichage de téléphone. C'est quoi ça, du lichage de téléphone? C'est quand quelqu'un parle au téléphone puis d'un coup liche Ah ouais. le téléphone. Freddy l'a fait, mais je savais pas que d'autres personnes l'avaient fait. Ouais, c'est un genre en tant que tel. Puis ça, c'est pour montrer que t'es un psycho. Dans ce cas-là, je pense que c'est l'héroïne qui essaie de cruiser quelqu'un. OK. En lichant le téléphone, Oui, le gars, ouais, au bout du ouais, fil, ouais, il fait « c'est Oh, ça. ouais, Il entend wow. finalement... C'est ça. Puis il y a aussi un dude qui meurt brûlé, mais en faisant un fuck you. Ça, c'est cool quand Parce même. que Terminator 2 style. Là, tu sais. ouais, ok. C'est ça sort sur le AGFA, qui est le American Genre Film Archive, qui ont repris plein de vieilles Vieille marde. Oui, ouais, des mardes, mais aussi des affaires. J'ai mélangé le mot affaire et marde, ça fait Marfer. amarfe. C'est ça. Sinon, sinon ça fait longtemps que je suis rouillé. Puis je Ben suis oui, c'est correct. fatigué, Peux-tu faire une parenthèse qui a peux vraiment faire pas rapport? toutes Ben les non, parenthèses attends, que tu vas-y donc. Parce que quand t'as dit à la Terminator, tu sais, il meurt en faisant un fuck you, vous autres, là, le thumbs up du Terminator en train de fondre, il vous touche-tu ou il vous fait chier? Ben, il est impossible, parce que le reste est déjà brûlé. Sa tête est Ça marche pas. techniquement... Puis... C'est un film parfait, sauf pour ce point-là. J'en parlais pendant 15 pages sur Internet. Exact, mais moi aussi. Merci, Ben. Mais c'est parce que y a quelqu'un un moment donné qui m'avait dit, genre, moi, j'écoute pas de films hollywoodiens parce que ça finit tout le temps un petit bec à l'eau de rose. Puis j'étais comme, ça veut dire, t'as pas vu Terminator 2? Puis il est comme, je suis sûr, ça finit avec un petit bec à l'eau de rose. Puis j'étais comme, non, parce que... Ah ouais. Le petit bec étant le pouce dans celui-là. Ouais, ben c'est ça. Puis là, j'ai commencé à penser à tous les films hollywoodiens, puis j'étais comme, oh mon Dieu! Puis je me rappelle que même quand j'étais kid, ouais, mais il n'y a rien qui est grave dans la vie. Mais, tu sais, je me rappelle que même quand j'étais kid, ça avait fait, pourquoi il fait ça? C'était tellement intense, genre juste le kid qui le check phone, puis lui qui le regarde, puis qui il avait pas obligé de rajouter ce petit élément-là qui est comme, à la limite, comique. Qui est très comique, qui fait pratiquement sortir du film à partir de ce moment-là. C'est ça. Ben, je voulais en parler. Tu sais, comme on dit, hein, des fois, C'est ça vrai. commence par un petit bec, puis ça finit par un petit pouce. Tu peux continuer. Mais je suis d'accord. Ce que je dis, c'est que c'est pas grave que ça tu sais, tu peux pas haïr les films hollywoodiens à cause de ça. Ça arrive, là. Ouais. Ben, À un moment donné, c'est parce que t'as pas de cœur aussi, là. Non, mais non. Mais Il y a une dans différence. Terminator 2, je suis d'accord Ouais. que c'était pas nécessaire. C'est comme les mêmes personnes qui disent qu'ils détestent les comic books, mais les seules références auxquelles ils font référence, justement, c'est des vieilles BD des années 60-70. Ouais. C'est comme je te disais, hey, moi, j'aime pas le cinéma hollywoodien parce que c'est en noir et blanc, puis le monde, il parle très, très vite, puis il marche très, très vite, mais ta référence est pas bonne. Là. Ouais. La raison pour laquelle t'aimes pas le cinéma américain ne fonctionne pas. Il y en a beaucoup pour le comic book, parce que c'est comme facile à mettre une étiquette là-dessus. C'est un peu la même Parce affaire. que, je veux dire, ça peut... La fin eau de rose peut être bonne. Oui, sauf que ce que moi je me suis rendu compte, c'est qu'elle est souvent obligatoire. Puis c'est là que je bug. Puis pense à des films qui l'ont pas, c'est tout le temps des estis de bonne fin, genre. Puis tu sais, même, on parle de spoilers, Infinity War, sans dire exactement ce qui se passe, parce qu'il y a peut-être du monde qui l'ont jamais vu. Elle finit pas à l'eau de rose. Pas du C'est tout. une fucking fin. C'est une crise de bonne fin de film, là. Ben oui. Moi, je trouve. Oui, ça fait pleurer des enfants. oui, ben, moi j'aime ça, des enfants qui pleurent Ben au ouais. cinéma. Mais c'est parce que moi, je suis pas d'accord avec le fait d'éliminer tout un genre de cinéma à cause que D'un petit bec. il y en a qui finissent comme ça, tu sais. Le gars, il bout de son Ça- plaisir. c'est ça. Je veux dire, c'est correct qu'il y en a. Il y en a que c'est quétaine. Il y en a que ça marche.
Ça dépend de ce que tu regardes. Mais de faire comme, ouais, mais OK, j'en écouterai plus. J'ai ça. Ouais. À cause de je trouve que ça n'a aucun sens. Ouais. Non, je comprends. J'ai trouvé ce genre de personnes que tu rencontres dans un party puis tu te racontes ça. Puis ouais, c'est beau. Faut que je trouve une Je autre pourrais pas manière. avoir de rediscussion avec cette personne. Ouais, non, puis c'est Sur correct, ça. c'est correct. Je pense pas que tu n'aurais anyway, parce que c'est pas, en tout cas, bref. Mais ça me tente pas de dire c'est qui là. Mais On sait qui c'est qui. non, vous le rencontrerez jamais. C'est vraiment là. Je sais c'est qui. Bon. Je sais c'est qui. Non, non. Mais c'est juste quand tu sens que le film aurait pu finir d'une certaine manière, mais que ça a été forcé. Oui, Ouais, C'est compris. ça le point. Oui, ça arrive. C'est comme dans Terminator 2. Ça aurait pu finir sans Ouais. ça, puis ça aurait rien enlevé au Mais film, au contraire. ce que Simon essaie de dire, c'est fuck that person. Non, mais c'est de pas généraliser. Tu sais. Ouais. Il y en a que ça marche, il y en a que c'est gossant. C'est comme ça. C'est comme si tu disais je déteste le... Tu sais que le cinéma douteux, on a appris à aimer des films qui, à la base, ont rien pour être aimés. Ouais. Puis tu pourrais mettre de côté tout ce pan-là du cinéma Mhm. et dire « Ah, moi, j'écouterai jamais ça parce que c'est de la merde. Ouais. Ouais. » Puis tu passes à côté d'une expérience de C'est divertissement qui c'est- est captivante. C'est de l'art. C'est ça. Mais c'est pas de la manière que les gens voulaient que les gens reçoivent, que les auditeurs reçoivent tout ça, le film, mais au final, c'est une expérience qui est intéressante, mais tu te boudes. Moi, c'est l'idée de bouder son plaisir qui me gosse, Ouais. plus que d'autres choses. Dans n'importe quoi, quand tu es en train de dire « Je ne vais pas écouter ça parce que je suis en train de passer... » Ah, c'est une généralisation, là, quand tu l'as même pas vu. Là, auparavant. Moi, j'ai des préférences, il y a des types de cinéma que je n'aime pas. Puis des fois, je me dis, peut-être que je suis en train de bouder mon plaisir. Fait que de temps en temps, je m'essaye. Tu sais. Là, j'ai une confirmation, non, mais une généralisation comme un petit bec. J'ai l'impression qu'on va beaucoup parler de ce sujet-là en deuxième partie d'émission. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai Mais des liens à je te faire. fais un pouce en l'air. non! J'ai ça, les pouces en l'air! Vas-y. Oui, je vais continuer. Oui. Un autre film qui sort, c'est Laser Blast, un film de 78. Ça sort dans une très belle édition. C'est une boîte en forme d'une grosse VHS. Avec dedans, t'as le Blu-ray / DVD. Mais tu vois, moi, tous Et les films qui font appel à la nostalgie. Ouais, et dedans aussi, t'as une figurine d'un personnage dans le film, qui est un extraterrestre très laid. En fait, le film, c'est un gars qui trouve dans un désert au sud des États-Unis un gun laser, d'où le titre Laser Blast. Que tu sais, c'est un tuyau que tu rentres dans ta main, puis tu fais juste le tenir, puis tu piches des lasers, puis tu détruis des affaires. C'est cool, en esti, ça. C'est pas vrai, là, c'est... Ouais. Puis, c'est ça. À mesure que le film avance, ben, il tire sur des affaires, il tire sur des gens qui le font chier, comme des policiers. À un moment donné, il tire sur une pancarte de Star Wars. Parce que le film est sorti en 78, donc c'est été tourné sûrement en 77. Donc, c'est quelqu'un qui pensait que mon film de science-fiction est meilleur que Star Wars. Hein. Fait que dans le film, je vais les envoyer chier. Puis c'est ça, plus le film avance, plus le gars il est possédé par le laser, puis devient une espèce de monstre. Fait que c'est un style très 70 encore là, c'est très lent, mais il y a quelques bonnes passes. Le look, puis, comment est-ce que ça fait série B sur les bords? Oui, c'est très série B. Assumer série B. Très série B, tourné dans le sud des États-Unis. C'est très cheap. Mais une belle édition. Ok. Bravo. Est-ce que tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté. Tu l'as reçu? Oui, je l'ai reçu. Puis en plus, tu sais, je trouvais que pour l'objet, c'était pas si cher. C'est genre 22$. Ah ouais, ben ouais. Contrairement à d'autres films qui sont beaucoup trop chers. Mais, Simon qui reçoit constamment des Blu-ray à la maison, tellement que les livreurs me reconnaissent maintenant. ouais, parce que je suis pas là, moi. Il y a aussi un film de David Lynch qui sort, qui est Wild at Heart. C'est le un, je pense que c'est le seul que j'ai jamais vu. Non, il y en a deux que j'ai pas vu de Lynch, et c'est avec Nicolas Cage, ça. Oui, avec Nicolas Cage et Laura Dern. Ah ouais! Moi aussi, c'est un des rares que j'ai pas vu. J'ai pas trop lu sur le film parce que je veux comme me garder la surprise un peu, mais c'est une histoire d'amour dans un road trip entre Laura Dern et Nicolas Cage qui s'enfuit des gens qui veulent tuer Nicolas Cage parce que la mère de Laura Dern ne l'aime pas. Puis fait que c'est tous des weirdos qui essaient de tuer. C'est Nicolas très Cage. David Lynchesque. Ouais. Mais il y ça a- a l'air très différent de ce qu'il fait d'habitude. Tu sais, juste le cover, tout est genre fluo, là. Ouais. C'est comme très rose et ça fait très néo, Ouais, ça néon m'intrigue. noir, là.
Ça m'intrigue beaucoup. Entre autres, il y a Willem Dafoe dedans et Crispin Glover, donc deux weirdos, qui est très bien castés. Puis il y a une couple d'habitués de David Lynch, mais c'est ça, c'est une belle édition, mais c'est ça, j'ai pas trop regardé encore. Ça aussi, tu l'as commandé? Je l'ai déjà. Faut que je me trouve un bon moment, tu sais, faut être dans un bon mood. Moi, j'aimerais ça être dans ton bon moment. Ok, je vais te prendre en considération. Peut-être ça va bien finir avec une fin à l'eau de rose. Puis là, j'aimerais pas ça. Je vais appeler le aussi appeler un happy finish. Happy end, oui. Et un autre film qui s'appelle Deep Rising, le classique de 98. C'est le 20e anniversaire. C'est Famke Janssen et Treat Williams qui sont pognés sur un bateau croisière. Et le bateau croisière se fait prendre par des pirates. Qui pensent que le bateau est déserté, mais non, c'est parce qu'il y a plein de tentacules qui essaient de bouffer des gens sur le bateau. Donc, il y a des pirates et des tentacules. Exactement. Wow! Et il y a aussi une scène où Treat Williams, avec Famke Janssen dans son dos, ride un sidou à travers les coques d'or du bateau croisière jusqu'à temps qu'il y ait une explosion qui le propulse à l'extérieur du ça a donc bien l'air divertissant, ça. Ouais. C'est réalisé par Stephen Sommers, qui a fait les films de La Momie. Oui. Ceux de Brendan Fraser. Puis il a fait aussi les G.I. Joe, le premier G.I. Joe. Donc, c'est quand même un peu d'argent là-dedans, dans ce film-là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, il y a des tentacules. Ben ouais, Lovecraft. C'est ça. Sinon, un dernier, un direct en vidéo, cette fois-ci, qui s'appelle Blackwater, que j'ai déjà mentionné qui s'en venait à un moment donné. C'est le film d'action que les fans des films d'action des années 90 attendent depuis longtemps. Ah oui? Avec Van Damme et Dolph Lundgren, qui sont du même côté, mais du bon côté. Wow, ils sont pas des méchants, là. C'est ça, c'est pas des méchants comme dans les Universal Soldier ou, mettons, Expendables, où il y en a un qui était méchant, l'autre pas. Fait que ils sont ensemble pour combattre des méchants dans un sous-marin de la CIA, qui est aussi une prison ou quelque chose, j'ai pas trop compris, mais c'est ça. Ah ben là, ça a l'air très Est-ce qu'on avait besoin vraiment de plus de détails quand tu dis Van Damme et Lundgren? C'est parfait. Ouais, c'est ça, Bon, excellent. Fait que ça sort. Cool. Est-ce que tu t'es commandé tous les films dont tu as parlé? Non, mais j'aimerais ça. Ben oui, parce que là, c'est pas mal tout dans tes os. Tout. Je veux faire l'amour à chacun de ces films. Excellent. Là, je vais commencer avec une petite nouvelle qui est aussi une belle petite nouvelle pour Jake. Parce que Jake, t'en as souvent parlé à l'émission et tu es un de ceux que je connais, un des rares, en fait, qui possède la BD originale. Une BD qui a été publiée il y a 25 ans de ça par Topps. Est-ce que tu sais ce que je m'en vais avec ça? C'est quoi? Donc, on parle du comic book, l'adaptation du film Dracula de Francis Ford Coppola par Roy Thomas et Mike Mignola. Ouais. Donc, la dernière BD que Mike Mignola a produite avant de se lancer dans l'univers de Hellboy qui continue encore aujourd'hui. Donc, une BD qui va être republiée par IDW Publishing. C'est les 4 numéros en 1. On va avoir une belle édition hardcover, donc couverture rigide, édition deluxe, 136 pages, et ça va sortir cette semaine, le 22 août. Si vous êtes un peu familier avec l'univers de Mike Mignola, on y retrouve sa touche, son style. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Mike Mignola avait travaillé comme illustrateur sur la production de Columbia Pictures, donc il était familier avec cet univers-là. Ouais. Et c'est une BD qui, depuis maintenant 25 ans, n'est pas disponible. On les réunit, tous les 4 numéros, dans un volume. Ça va sortir cette semaine. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Quand j'ai fait le Jardin mécanique, la BD, c'était une de mes inspirations. Puis pour les fans de Mignola, juste pour essayer de situer, il était rendu où son style. Tu sais, quand il a commencé Hellboy, c'était avant vraiment qu'il devienne ultra minimaliste, là. Donc, il y avait quand même beaucoup de détails dans les visages et tout, mais avec des grosses masses noires pareilles. Et ce qui est fascinant, c'est que son style, parce que d'habitude, des adaptations de films dans ces années-là... C'est pas tout le temps bon. Surtout dans les années 90, c'est sorti en 1992, je crois, cette adaptation. Mais celle-là, elle est incroyable. C'est dans son meilleur stock qu'il a fait à vie. Puis les acteurs se ressemblent. C'est ça qui est weird. Mignola d'ailleurs dit que c'était le produit qui a le plus apprécié dans sa jeune carrière. C'est le projet dont il est le plus fier de sa jeune carrière. Ouais, ben ça paraît qu'il était ailleurs avec ça. Là. Donc ça sort cette semaine. Fait qu'on va peut-être éventuellement parler à l'émission. Je sais pas si tu l'as mentionné, mais ça va être une édition en noir et blanc. Hein? Oui, noir et blanc, c'est ça. Parce que l'édition que moi j'ai est de couleur.
Les couleurs sont correctes, sont super cool, des couleurs en aplat, mais en noir et blanc, ça doit être encore J'ai vu des extraits sur le site de Sci-Fi où j'ai déniché la nouvelle, puis c'est vraiment beau. Et tu reconnais Mignola, mais c'est du jeune Mignola. C'est ça, Il commence là, à adapter plus son style pour lequel on reconnaît plus tard. Mais ça a l'air d'une belle édition. Je sais pas combien ça va se vendre. J'imagine tout le temps environ 36, 30 $, une trentaine de dollars, dépendamment. Donc, jetez un coup d'œil là-dessus dans votre comic shop à partir de cette semaine, le 22 août, pour l'adaptation de Francis Ford Coppola, Dracula. Boudez pas votre plaisir. Pensez pas parce que c'est une adaptation de film en BD que c'est de pied de qualité. Au contraire, non, c'est vraiment bien fait. C'est un petit chef-d'œuvre, ce BD-là. Monsieur Jake. Moi, c'est weird parce que c'est pas une nouvelle, c'est plus une mise au point. D'accord. Parce que ça fait des années, pour vrai, je pense que ça fait depuis que je fais Les Mystérieux que on parle de Scream, le film de Wes Craven. Ouais, le film des années 90. Ouais. Et un moment donné, il y a eu une série Netflix. Un moment donné, je pense que j'en parlais aussi beaucoup avec Dom Massy. Puis on faisait plein de références quand on aurait écouté les Jason. Ouais. Pendant le Jason, je fais puis j'ai posé une question. Puis Dom m'a juste checké. Il a fait t'as pas vu Scream? Puis je l'ai vu Scream, mais l'année qui est sortie. Okay. Donc, je l'ai vu en 96. Tu l'as pas revu depuis? Non, tu l'avais c'est comme ça. oublié. Ben, je l'ai réécouté hier. OK. Puis c'est ça que je voulais remettre au point. Parce que là, tu sais, j'étais comme... Moi, dans ma tête, c'était de la grosse marde, ce film-là. Parce que j'étais ado, mais je voyais comme tous les clichés. Je voyais pas le deuxième niveau. Ouais. Fait que j'ai voulu le réécouter pour me dire... Est-ce qu'il est bon, ce film-là, ou est-ce qu'il est pas bon? Genre, peut-être tu le classais aussi comme dans tous les autres films de cette époque-là, là, I Know What You Did Last Summer, puis tout, qui est... Ben, c'est qu'il a starté cette vague de films-là, c'est cette ça. nouvelle vague. Sauf que c'était plus intelligent que le reste. Beaucoup plus qu'on pense. Ben, c'est ma question. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu, vous autres, ce film-là? Moi, ça fait très longtemps. En fait, récemment, je vais le réécouter. J'arrivais pas à le trouver. 5-6 ans, peut-être. OK. Parce que moi, je l'ai réécouté et je me suis rendu compte comment que le cinéma avait avancé. C'est une marque dans le temps, là, ce film-là. Juste le casting. Je veux dire, tu sais, c'est avec... Neve Campbell. Neve Campbell, qui est splendide, qui était comme une mini-vedette, là, à cette époque-là. C'était quand même une actrice qui faisait beaucoup de films. Mais elle joue une fille au secondaire. Oui. Elle a l'air d'avoir 25 ans. Ben ça, c'est... Depuis cette époque-là... Ben c'est ça que ça m'a fait remarquer comment que c'était de moins en moins fréquent, ça. Ce n'est plus accepté, genre, à moins que ça soit vraiment voulu ou kitsch ou une inside joke. Mais là, il essaye de nous faire croire qu'à 14 ans, là. Et juste ça, je trouve ça absolument ridicule d'avoir dans des corridors du secondaire. Tous ses amis ont 29 ans. Ils ont toute une trentaine d'années. Hein. Oui, puis ça paraît. Oui. C'est pas parce que ça fait très l'effet Watatata, genre. J'ai 27 ans, mais je me mets un bandeau multicolore dans les cheveux, puis je dis « Cool! » Puis là, tout d'un coup, on pense que je suis un jeune. Mais est-ce que c'était si présent que ça t'a pas permis d'apprécier le film? C'était extrêmement dur à prendre au sérieux. Et... aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces films-là ont starté tous les Scary Movie aussi. Puis on se rend compte que Scary Movie restait quand même proche. Le premier particulièrement, tu as l'impression de revoir le film au complet. C'est ça, c'est exactement la même direction photo, les mêmes décors, les mêmes costumes, c'est les mêmes shots. Et ça en devient troublant parce qu'on dirait que c'est une parodie. Et je sais pas si vous vous rappelez l'intro du film, c'était avec Drew Barrymore. Ouais. Puis c'était tellement gros que je me suis dit, ah oui, c'est ça, me semble dans mon souvenir, c'est comme un gag, ça. Genre, c'est un film que finalement, il écoute ou... Mais non, c'est joué super sérieux. Et je te dirais, le deuxième niveau, le seul que j'ai pu voir qui est comme un peu joué avec les codes, ben, c'est les personnages qui name drop les films d'horreur. Ça s'arrête pas mal, là. Il n'y a pas vraiment comme un niveau de plus. C'est vraiment juste ça, genre, comme... Norman Bates dans Psycho, comme Freddy Krueger dans... Et c'est pas mal juste ça. Donc, c'est extrêmement dur à prendre au sérieux. Puis, je pense qu'avec des chums, puis une coupe de bière, comme les jeunes font dans le film, ce film-là, il doit être super le fun. C'est comme les soirées qu'on écoutait Jason chez nous avec une gang de... Mais là, j'étais avec ma blonde, puis elle s'est endormie. Puis là... Elle avait déjà vu Scream, hein? Ou, tu sais, comme ça faisait longtemps qu'elle avait vu, mais tu sais, ça n'a pas pu tenir son... Il n'y a aucune vraie tension. On dirait une joke. On dirait une parodie. Puis je sais que c'est un peu ça qu'il voulait faire à l'époque. Ouais. Genre un film d'horreur, le fun, qu'on se prend pas trop au sérieux.
Mais en même temps, si tu réécoutes un film des années 80 comme les premiers Freddy, là, ou la série même des Freddy qui étaient considérés des films d'horreur durant les années 80, 90, tu regardes ça aujourd'hui puis t'es crampé. Chaque œuvre est de son époque. J'imagine que pour l'époque, c'était quelque chose. Parce que moi, je me souviens de l'avoir vu. Ouais. Oui, j'étais jeune, mais je me souviens de l'avoir vu. Je trouvais que c'était quand même... J'avais compris que j'avais vu quelque chose de différent des autres films d'horreur. Ben, c'est ça. Fait que c'était juste que je me demandais... La question que je me posais quand tout le monde m'en reparlait à travers les années, c'est est-ce que c'est vraiment genre un film culte que moi j'ai un souvenir biaisé, ou c'est vraiment plus un crappy film, mais qui est le fun à écouter en gang? Puis la réponse, ben, c'est un crappy film qui est le fun à écouter en gang. Je pense que t'es dur avec Scream. Ah non, man, c'est frais. Je pense que là, t'es focusé ces petits becs là, depuis tantôt. Là, les gars, ben, le pire, c'est qu'il n'y a pas de petit bec à l'eau de rose à la fin de ce film-là. Ça finit avec un jump scare. Mais c'est ça, c'est que c'est devenu aussi toutes ces espèces de clichés-là. Qui sont devenus gros à cause de ce film-là. Faut se rappeler qu'à l'époque, c'était un des premiers qui essayait d'être edgy puis outside of the box. Mais c'était un des premiers films d'horreur, à moins que je me trompe, qui était méta par rapport à l'industrie de l'horreur, du film d'horreur. Est-ce qu'il y en a vraiment eu d'autres avant? Il y a eu le Nightmare, New Nightmare, le film de Freddy. Ouais. Mais c'est aussi de Wes Craven. Il y en a eu un, je me souviens pas du titre, mais c'était un gars qui essayait de tuer une actrice de film d'horreur. C'était avec il y a Caroline Munro puis un gars qui était dans Rocky 1. Je me souviens pas de quoi le titre, c'est pas Maniac, c'est une autre affaire. Mais c'était un peu ça, mais tu sais, pas poussé, ou tu sais, pas des références carrément, mais c'était plus comme, OK, on prend une vedette de film d'horreur, puis là, on lui met vraiment quelqu'un après. Mais, ouais, non, c'est ça. Mais bref, je peux pas vraiment t'assiner parce que je l'ai pas vu depuis des années, mais j'aimerais ça le réécouter juste pour voir. Puis exactement, puis c'est un peu ça que je veux dire, tu sais, aux gens à la maison qui sont comme « Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu Scream ». Il y a un contexte pour écouter ce film-là. Mettez pas vos lunettes d'intellectuel en espérant, genre, rechercher un chef-d'œuvre oublié par le cinéma. C'est pas un genre de film qui a vieilli, mais qui a quand même quelque chose d'intense au bout de ça. C'est un gros dumb party movie. Pourquoi t'as écouté ça un dimanche? Ça te tentait comme ça? C'est ça, c'est parce qu'on vient d'écouter un film super lourd. Puis là, après ça, on avait des problèmes avec notre Netflix. Notre Internet ne fonctionnait pas. Fait que là, finalement, on a trouvé comme un C'était Netflix ou c'était Netflix? Non, c'est vraiment, on avait un problème d'Internet. C'est que même YouTube, là, au départ. Ah, okay. Donc, on a réussi à trouver un vieux film poche. Puis de l'écouter de même. Mais il était très tard, puis on venait d'écouter un film super lourd, fait que je voulais juste comme de quoi de relax, puis je me suis dit, ben c'est un beau moment pour l'écouter. C'est bizarre, à ce jour, la face du tueur principal, le Ghostface, me fait peur. C'est le genre de choses que tu veux pas voir dans la nuit. Oui, le masque. Okay. Mais moi, n'importe qui est masqué. Dans la nuit, là, la pire affaire. Tu veux pas regarder ta fenêtre, mettons, par la fenêtre la nuit et voir cette face-là qui se promène dans la ruelle, par exemple. Ouais, c'est sûr que non. Puis ça aussi, c'est une affaire qui est vraiment étrange dans le film, c'est que son acting à ce gars-là qui joue le tueur, il est vraiment wacky. Puis il fait des petites poses de gobelin, puis c'est comme il court quasiment sur la pointe des pieds, là, comme dans un cartoon, genre. Puis juste ça, tu fais comme, est-ce que c'est voulu que ce soit une blague? Il arrête pas de se faire péter à la gueule. Tout le monde y pète à la gueule. Le tueur, il se fait ramasser par n'importe quoi. Là. Il y a une fille qui va ramasser une petite tasse à café, elle va y pitcher par la tête, il va se ramasser à terre. Fait qu'il est comme vraiment pas menaçant. Puis c'est tout, c'est que, OK, ça c'est différent, on n'a jamais vu ça avant, mais est-ce que c'est voulu pour que ça soit humoristique? C'est comme, on le sait pas, c'est une drôle de zone. Okay. Puis, t'as Rosario Dawson qui est là-dedans. Oui, c'est vrai qu'il est dedans. Au début de sa carrière, en blonde. Qui est devenue la Machine Girl dans Planet Terror. Oui, mais c'est elle aussi qui a parti tout le mouvement MeToo. Oui, c'est ça. Ben oui. Non, elle est super là, cette fille. Entre autres, oui. Rosario Dawson. Oui. Ben oui. Attends, je me trompe-tu de nom? Là? Non, c'est elle. D'après moi, c'est elle. C'est la même actrice. On va vérifier pendant que vous... voyons, Planet Terror, là, de Rodriguez. Ouais, mais la fille qui a la jambe de... Ouais, sur quel détail tu bugs? Ben, il me semble... OK. Rosario Dawson. Oui? C'est pas la fille dans Daredevil puis dans tous les films de... attends, mais comment tu le mentionnes?
Et moi, les noms en partant, là, là, excusez, on va j'ai regarder. Je pense un que t'as fait... Mais je comprends exactement de qui tu parles. Ouais, Je vais ouais. regarder pendant que Simon va Ça, c'est poursuivre. Rose McGowan, quelque chose du genre. Ah, Exact, voilà, oui, mais c'est voilà. ça, t'as fait un Simon, lapsus. Simon Voilà. a raison. Ok. Voilà. Ben, effacer ce qu'on vient de dire par ce nom-là, parce que, Ouais, que c'est j'ai ça. déjà oublié. Moi, pas sûr que je l'ai dit comme il faut, mais bon. Je comprends. Et voilà, fait qu'écoutez ça en gang avec de la bière. Là. Toi, qu'est-ce que t'as, Simon, pour nous autres? Ben moi tout, je pense que je vais vous faire des mini-critiques de trucs que j'ai écoutés. J'ai comme fait du rattrapage un peu de télé. J'ai écouté la série Final Space Ouais. Oui! sur Netflix. Ouais, le cartoon. Là. Le cartoon, je pense qu'il y a Michel et Cab qui en parlaient beaucoup là, quand je les ai invités au show. Fait que j'étais intrigué, j'ai regardé ça, puis c'est vrai que c'est vraiment bon. Mhm. L'histoire, en gros, c'est un gars qui s'appelle Gary Goodspeed qui est dans un vaisseau prison, puis qui est proche de la fin de sa sentence. Puis là, il découvre une affaire, une espèce de boule verte avec des yeux. Puis il l'appelle Mooncake. Mais finalement, c'est une affaire super cute, mais c'est aussi un planet killer. Ouais, c'est une arme de destruction massive. Puis là, il y a le méchant Lord Commander qui veut avoir ça pour pouvoir ouvrir un portail du Final Space pour qu'il y ait des titans qui sortent de là puis qui détruisent tout. En tout cas, c'est une grosse histoire. Puis ce qui est fascinant, c'est que à la base, les concepts puis tous les personnages, sauf le personnage principal, en tout cas, en gros, là, c'est super dark et sérieux ce qui se passe. Les enjeux sont gros. C'est triste. Puis même les backstories des personnages sont toutes tristes. Sauf que le personnage principal est tellement gnochon que à un moment donné, tu sais pas quel ton la série a. T'es un peu perdu, mais à mesure que tu l'écoutes, tu comprends. T'embarques. Puis ça te dérange pas le shift de ton, puis des fois ça aide à certaines situations. C'est un cartoon pour adultes, d'ailleurs, c'est pas un cartoon pour enfants. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment bien fait. La musique est comme très slow à des endroits. Mhm. Ce qui fait que t'écoutes vraiment comme un gros show d'espace un peu creepy, mais il y a ce côté-là cartoon, joke à la Futurama qui est là, qui aide. Ça peut nuire pour certaines personnes, mais moi, j'ai apprécié. Fait que, puis c'est le fun aussi, c'est un cartoon qui se suit, tu sais, c'est pas un épisode avec une histoire, puis après on saute à l'autre, tu sais, c'est vraiment une longue histoire. Fait que je le recommande fortement. Oui, c'est vraiment très bon. Est-ce que les enfants pourraient écouter ça? Non. Ben, ils comprendraient pas tout. Non, je pense que c'est puis, pas... Ouais, c'est très, très, très sérieux à des endroits. Ok. Ce qui fait que... Tu sais, Lord Commander, là, il a des pouvoirs psychiques, puis il écrase la tête du monde avec son esprit. Là. C'est pas fait pour les enfants. Tu l'as écouté aussi? Je l'ai pas écouté au complet, parce que j'ai juste pas pu, parce qu'il y a eu Fantasia, mais de ce que j'ai vu, j'ai vraiment apprécié. Là, j'étais un peu poigné dans une espèce de Netflix L, là, où est-ce que ma liste arrête pas de grossir. Ouais, puis à ouais, chaque ouais. fois, t'sais, mon continue watching, il est gros en tabarnouche. Ouais, moi, tout, oui. Parce que je voulais continuer Final Space. Là, je suis tombé sur The Enchantment, qui est la nouvelle série de Matt Groening. Qui est la prochaine chose que je veux parler. Ben vas-y, je te laisse, parce que j'ai écouté juste 2-3 épisodes. là. Ben, moi, tout, je suis rendu au 3e, mais c'est vraiment... On continue un peu le ton de Futurama, plus que les Simpsons, C'est mettons. Mais là, ça se passe dans le Moyen-Âge, avec des éléments magiques et tout. C'est une princesse, c'est un peu wild, qui est posée de se marier, puis là, elle découvre un petit démon. Qui est la voix d'Éric André. Ouais. Qui est, je pense qu'il est le personnage qui vole un peu le show. Là. C'est vraiment une petite masse noire là, qui veut pousser la princesse à faire des choses pas correctes pour que ça soit le fun. Il est comme en 2 dimensions. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi un elfe qui s'est échappé du domaine des elfes parce que tout le monde chantait des chansons, puis tout le monde était trop heureux, puis lui, il voulait découvrir d'autres choses. Elfo. Elfo qui va se joindre à eux. Et là, ils vivent des aventures. Mais c'est drôle, ça s'écoute bien. Puis encore là, c'est un autre cartoon qui suit. Puis je pense que c'est le fun pour Matt Groening de faire ça. Ça fait différent. Même que Futurama se suivait un peu, mais tu sais, c'était quand même un épisode, une histoire. Il y avait comme une longue, un arche d'histoire en background, là, mettons. Mais
J'ai vraiment aimé ça. Je te dirais que c'est pas aussi drôle que Futurama, mais en même temps, les premières saisons de Futurama étaient pas très comiques. Ça a pris un certain temps aux writers de trouver leur ton puis leur rythme pour écrire des histoires intéressantes puis développer cet univers-là. Fait que j'ai l'impression que plus que cette série-là va avancer, plus qu'on va avoir des histoires qui sont mieux construites. Mais à date, mon seul problème par rapport à la série, c'est que je trouve que des fois, le timing au niveau du rythme est un peu lent. Il est comme un demi-ton en arrière ou en retard. Fait que les blagues fonctionnent moins bien, surtout quand c'est des blagues de mise en situation, il y a quelque chose qui se produit, ça marche plus ou moins. Mais l'univers me tente vraiment gros. Puis moi, j'adore Elfo. Parce qu'Elfo, lui, il a pas les mêmes référents que nous. Tu sais, la violence, le crime, le côté sombre de l'humanité, il connaît pas vraiment ça. Non, puis il veut nouvellement le exposé. Il veut le vivre, ça y tente. Parce que lui, ça y tentait pas de mâcher de la gomme puis chanter à longueur de journée. En disant que nous sommes heureux. Exactement. Mais non, je suis pas heureux. Je sais pas c'est quoi le reste. Il y a une séquence dans un des épisodes où les villageois s'emparent de Elfo puis sont autour de lui. Puis l'Elfo est écarté sur le plancher, puis tous les villageois disent ou chantent Spin the elf, parce qu'ils veulent juste le torturer, le faire tourner. Puis lui, il fait juste embarquer et dire Spin the elf. Il est un peu niais. Mais c'est beau de le voir être confronté à tout ce qui est dégueulasse. Puis il est pas trop sûr s'il devrait aimer ça ou pas. J'aime bien l'univers. Final Space puis Disenchantment, c'est vraiment deux belles séries sur Netflix. Cool. Sinon, j'ai écouté les 5 saisons de Brooklyn Nine-Nine. Colin, t'es passé au travers. Ouais, je fais beaucoup de voyagements pour ma nouvelle job. Fait que j'en profite pour écouter des affaires dans l'autobus. J'ai aimé ça, c'est sweet comme série. Tu sais, je veux dire, c'est un sitcom, là, c'est un peu niaiseux, il y a des jokes qui reviennent tout le temps, mais en même temps, contrairement à d'autres séries, mettons, les personnages évoluent dans le bon sens. Je veux dire, tu sais, dans les années 90, t'avais tout le temps des sitcoms où t'avais un gars puis une fille, puis là tu disais ils vont sortir ensemble ou pas? Genre Friends, puis là ça prend des saisons, puis là un moment donné ils sortent ensemble, puis là non ça marche plus, puis là non ça on recommence, puis we were on a break. Mais dans celle-là, il y a un peu de ça au début, puis finalement non, ça fait comme un peu dans The Office quand ils ont finalement matché Pam et Jim ensemble. Ils sont restés ensemble. Fait que ça fait un peu différent. C'est un défi aussi, je pense, à l'écriture, que tu sais qu'un couple marche dans une série sans qu'il y ait de problème. Non, en fait, si je reprends juste le côté de l'exemple de The Office, ça marche tellement bien pour Pam et le nom, voyons, Pam et Jim, que c'en est frustrant. Il y a ça aussi. Mais évidemment, là, il y a d'autres choses. Là, j'ai comme focusé là-dessus, mais c'est tellement plus que ça, Brooklyn Nine-Nine, mais... c'est ça, les personnages évoluent, dont le chef de police, qui est vraiment comme stoïque et sérieux au début, embarque dans les jokes des autres personnages tranquillement. Puis plus ça va, plus il te surprend. Fait que t'as des personnages qui vont faire des jokes que tu fais comme je savais que t'allais dire de quoi du genre, mais t'as ce personnage-là qui peut te surprendre. Fait que c'est tout le temps un peu, c'est quand même le fun, c'est pas tout le temps la même chose. Puis, c'est avec Andy Samberg. Ouais, c'est ça. Fait que t'as un peu l'humour de Lonely Island, mais pas trop, tu sais. Mais c'est quand même là, tu sais, c'est niaiseux. Tu sais, c'est quand même des policiers à New York. Fait qu'ils enquêtent sur des meurtres, mais ils font ça d'une façon comique, tu sais. Okay. C'est quand même... Ça va être mon prochain, ça, après ma liste, là. Ça vaut la peine, c'est vraiment le fun. Ça s'écoute bien, en tout cas. Et je vais vous parler en dernier de Scoop saison 3. La fameuse critique de la 3e saison de Scoop. Ouais, à date, je veux juste vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans la saison 3. Il y a un ami de Michel, qui est joué par Roy Dupuis, qui est un Amérindien dans une réserve, qui s'est parti un journal. Et là, il se fait... il veut comme dévoiler les secrets de la réserve. Et il se fait tabasser par les locaux. Donc, il va appeler Michel pour qu'il en parle dans son journal. Puis là, à cause qu'il en parle, ben là, ça vire en drame. Et puis là, c'est comme du trafic de cigarettes, tu sais, c'est les années 90. Puis on apprend finalement que ce gars-là, c'est un agent de la GRC, undercover. Puis là, il travaille avec le premier ministre pour... directement sous le premier ministre. Ouais, c'est ça. Il l'avait pas dit à Michel n'était pas content. Il y a aussi Vandal, le photographe, joué par Michel Barrette, qui tombe en bas d'une petite falaise et devient amnésique. Why not, Coconut? Il y a Tintin, joué par Martin Drainville, qui enquête sur du trafic de stéroïdes.
Puis ils vont rencontrer un dos de un moment donné qui dit qu'il bande plus. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi il y a Stéphanie, jouée par Macha Grenon, qui se fait passer pour une prof à l'école pour enquêter sur le domaine du secondaire. Et là, elle tombe sur un étudiant qui couche avec une femme plus âgée. Et là, il se rend compte que cette fille-là plus âgée accouche avec lui parce que son fils est mort. Puis là... Oui! Vous voyez, c'est un peu... Oui, c'est du Michel Tremblay. Ouais, c'est Régent Tremblay. Régent Tremblay. Régent et Fabienne Larouche. Ah, là, elle était là. Okay. Et aussi, le frère de ce gars-là a un organisme qui s'occupe des jeunes dans les rues qui se droguent. Et là, ils vont quêter de l'argent au père de Stéphanie, qui est le richissime Monsieur Rousseau. Qui avait fait le premier journal. Il a fondé le premier journal. Et là, il a fondé le deuxième. Parce que c'est ça, dans la saison 3, ils ont un nouveau journal qui s'appelle Le Scoop. Ouais. Donc, c'est un peu la compétition entre l'ancien journal, l'Express, et le nouveau, Le Scoop. Ouais. Et là, il y a aussi, je suis rendu dans la série, Stéphanie Rousseau, Macha Grenon, s'est fait kidnapper. Ah, je l'ai eu, ce mot. Je l'ai vu, ça. C'est comme 3 épisodes de elle qui gueule dans un sous-sol. C'est vraiment traumatisant. Puis c'est genre Mario Saint-Amand puis Rock La Fortune qui sont là avec des cagoules. Il y a Luc Picard aussi, en tout cas. Fait que... Parle de moi, Mario Saint-Amand. Ouais, c'est ça. Le Dodge Ram. Ça peut être lui. Fait que ça donne l'occasion à Roy Dupuis de faire des faces de triste puis de fâché. OK. Moi, il torture un gars à un moment donné. Parce qu'il veut avoir de l'information. Fait qu'il demande à un genre de gars, un chef de moteur, de l'aider à torturer un dude pour avoir de l'information. Et il l'attache après le cou, c'est comme une corde. Et il monte sur un chariot avec une palette. Puis là, il descend la palette. Fait que là, le gars, tranquillement, il se fait étrangler. Puis là, il donne l'information. C'est bien glauque. Ouais, c'est quand même quelque chose. C'est pas mon Roy qui fait ça. C'est ton Roy en camisole qui est fâché. Puis tu sais, le pire, c'est que toutes ces idées-là, je veux dire, ils ont un potentiel d'être réels, mais c'est l'exécution, en fait, qui fait comme, voyons donc, c'est comme aller quelque part puis pas l'assumer, ou tu sais, comme, pas savoir de quoi tu c'est parles. de la télé des années 90, là, québécoise. C'est en mettre vraiment beaucoup dans peu de temps, ouais. Puis ça fait pas vraiment de puis tu dis années 90, mais Mémoire vive, c'est direct dans les mêmes, tu sais, les mêmes... maladresse. Là. Oui, mais enlève 90, mais j'ai dit télé québécoise. Oui. Donc, garde cet élément-là. Ouais. Mais moi, j'ai une question. J'ai bien du fun. Sérieux, j'ai du fun en os. Il y a combien de saisons? Il y en a 4 au total? 4, ouais. C'est la deuxième fois en genre 5 ans que j'écoute Scoop au complet. Mais là, j'ai vraiment du fun. T'as pas écouté encore True Detective? C'est quoi ça? Faut qu'on t'attache à un moment donné. C'est vraiment bon, True Detective. Ah ouais? Oui, Matthew McConaughey. Ah ouais, puis H.P. Lovecraft, là. Woody Harrelson, puis Lovecraft. Là, moi, tiens-moi à jour, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai. Là, je suis tout mêlé, parce que l'époque Mémoire vive est finie. Est finie. Bon. Ça, c'est fermé. Vous avez même fait un quiz. Vous avez fait un gala pour la fermeture de tout ça. Quand tu dis vous, tu parles de quoi exactement? Je parle du Mémoire vive crew. Qui est? Ben là, tu veux que je nomme tout le monde dans le gang? Non, mais c'est quoi exactement? C'est notre groupe de gens qui écoutaient Mémoire vive à chaque mardi. Ils ont passé dans le journal. Ils sont famous. Tout le monde les connaît. Ils sont famous. Puis, bref, là tu m'avais dit qu'il y a comme un vide, puis là, vous écoutiez d'autres trucs. Mais là, tu m'avais parlé, il y avait une autre affaire qui s'en venait. Il y a une nouvelle série de la même auteur que Mémoire vive qui s'appelle Une autre histoire. Mais quand ils l'ont annoncé, ils avaient dit la saison 2018-2019. Donc, on pensait que ça allait commencer en septembre. Mais finalement, non. Ça va commencer sûrement en janvier. Parce qu'il ne l'annonce pas présentement. Parce que présentement, c'est comme la nouvelle saison télé qui commence. Peut-être qu'il y a eu des retards. Ouais, c'est ça. Fait qu'on verra. D'accord. Présentement, on est en train d'écouter L'échappée, qui était comme le Mémoire vive de TVA. C'est de la marde. Mais... as-tu entendu la colère dans sa voix? Ouais, c'est niaiseux, là. Il y a comme un genre de psychopathe tueur en série dans un petit village que... il réussit à s'en sortir parce que tous les personnages, à mesure qu'ils ont de l'information sur lui, l'information qui pourrait potentiellement le faire arrêter, ils vont y dire pour le menacer. Qu'est-ce que le gars, il fait? Ben, il s'arrange pour que personne
Tu sais, t'as de l'information qui va dire « Ah ouais, ça va me mettre en danger. » Ben, je vais réussir à l'effacer avant que ça me mette en danger. Ouais, Puis c'est systématiquement tout le temps ça. Ah, C'est vraiment de la merde. ok. Bon. Fait que l'échapper, Mais c'est le fun. c'est ça. Mais c'est le fun. Ok. Ben moi, ça fait longtemps là, je suis pas allé un mardi chez vous. J'ai l'impression de faire un an. Là. Oui, c'est vrai. Ben ouais, fait que moi, va falloir que... Update pour ceux qui s'intéressent lundi prochain. Fait que c'était mon tour d'horizon des séries télé que j'ai écouté récemment. Merci, Simon. Je vais parler d'une BD tantôt après. Excellent. Okay. Moi, j'ai une petite nouvelle pour les gens qui sont amateurs de la série Ash vs. Evil Dead. Est-ce que vous l'avez écouté? Moi, j'ai juste vu la première saison, mais là, les trois sont rendus sur Netflix, je pense. La deuxième est rendue sur Netflix. Je ne pense pas que la troisième l'est. Ouais, Ça se peut. j'ai vu la 2, la 1 et la 2. La 1 et la 2. Ouais. C'est excellent, surtout la deuxième. Ouais. Ça part dans une nouvelle direction, c'est beaucoup mieux écrit. Puis on retourne aux origines du personnage, on retourne dans sa ville natale, puis on va rencontrer son père. Puis c'est quand même assez intéressant. Donc ouais, son père qui est joué par le gars qui faisait l'homme de 6 millions dans les années 80. Ouais. Oh, Puis, shit. Qui est un vrai pervers. Là. Tu sais de où Ash. Tu sais, vous avez vu le show du magicien pervers là, des Picbois. Ouais. On comprend que c'est le père du magicien pervers qui était surtout pervers puis qui a élevé son fils comme ça. Ouais. Ash vs. Evil Dead saison 2. La première partie, c'est surtout ça. Tu te rends compte que Ash, il est pas si pire que ça, finalement. Il retient beaucoup de son papa. Donc, la troisième saison, qui était diffusée sur Stars, qui est la chaîne où la saison a été d'ailleurs produite, c'était la dernière. Ça finit comme en avril dernier. Puis ça, c'est assez malheureux parce que ça s'est terminé sur une fin ouverte. Et après, Bruce Campbell, qui incarne Ash depuis la fin des années 80, 1987, le premier film, a dit que c'était la dernière fois qu'elle a incarné Ash Williams, et on n'aura jamais de suite. Finalement, la série n'a pas trouvé de deuxième chaîne ou une deuxième maison. Fait que la troisième saison de Ash vs. Evil Dead, c'est la dernière, mais on va peut-être avoir une suite ou pas, ça reste à voir, d'une autre manière, parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie sur Dead Central, une entrevue avec Ray Santiago qui joue Pablo dans la série, son espèce de sidekick, qui est un excellent personnage, vraiment comique. L'acteur est vraiment phénoménal dans cette série-là. Et il a confirmé qu'il y a un jeu de Evil Dead qui s'en vient. On ne sait pas encore c'est quoi, mais il est plus ou moins dit que la distribution complète de Ash vs. Evil Dead allait être présente pour le projet. Donc on parle de Ash, donc de Bruce Campbell, de leurs collègues, la distribution originale. Ce qu'on ne sait pas par contre, si ça va être une suite à la série qui a pris fin en avril ou on va aller dans une toute autre direction. Et on ne sait pas encore si ce sera un jeu qui va utiliser la technologie du VR. Ce qui pourrait être intéressant, penser à une espèce de Evil Dead, mais avec lequel, tu sais, le dernier, le 7, on pouvait aussi jouer avec le VR puis avoir des crises cardiaques. Là. Tu parles de Resident Evil. Exactement, Evil Dead. Ah oui, c'est ça, Resident Evil, excuse-moi. Donc, ça reste à voir, mais je trouve ça intéressant de voir que l'univers pourrait exister. Puis tant qu'à finir la série, pourquoi pas faire une fin complète à large histoire de Ash Williams avec le jeu vidéo. Parce que sinon, on n'en aura pas, il n'y aura pas de film, il n'y a pas de projet d'une nouvelle série sur une nouvelle chaîne. Donc, ça m'intéresse. En parlant de VR, là, aviez-vous vu le trailer pour la mini-série avec John Travolta qui est tournée en VR? Non. J'ai entendu parler, mais ça a l'air complètement fou. Speed Kills, c'est un gars qui fait des compétitions de bateaux. OK. Puis John Travolta, il a vraiment comme un tapis de greffé sur son front. Puis je comprends pas comment ça va marcher, le VR, avec ça, mais ça a l'air ridicule. Ça a l'air dans les mêmes zones que Face Off. C'est over the top. Ouais, c'est ça. Il fait des compétitions de bateaux, puis il m'en est évidemment la pègre sans mer. Parce que tu sais, les compétitions de bateaux sont contrôlées par la pègre. Bon, il n'y aura pas le choix de courser. Mais je vous suggère d'aller voir le trailer, puis ça a l'air complètement niaiseux. On explore des avenues, des nouvelles avenues. Puis c'est vrai que le cinéma en VR, c'est... Je sais pas, hein. Non, c'est ça. J'ai vu une de mes amies, elle s'est acheté une espèce de GoPro avec l'application VR, puis c'était vraiment fucked up. Là. Donc, ça fait quoi? Ben, c'est que ça filme 360, en fait. Fait que, tu sais, si tu le vois juste sur Facebook, puis tu touches à rien, t'as juste l'impression que c'est elle qui se filme avec son téléphone. Mais quand tu vas, puis tu commences à bouger l'écran, tu vois que c'est en 360. Des fois, ça fait des résultats assez comiques. Je me souviens d'une photo de toi puis de ta copine. Là, ça avait l'air... on dirait que quelqu'un avait rentré une hache dans vos faces. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas. C'était intéressant à explorer. Why not? Moi, en fait, ce qui est drôle, c'est que Ash vs. Evil Dead, il y a eu beaucoup de jeux vidéo. Le dernier, je pense qu'il date de 2011. Mais il y en avait un
sur PlayStation 1 à l'époque, les gens avaient quand même aimé on s'entend, c'est les années 90, là, fait que si vous regardez le Let's Play, là, ça fait dur, là, mais ça jouait un peu dans... Ce qu'il essaie de faire toujours, c'est agrandir l'histoire du personnage de Ash, il retournait à la cabine, ça jouait sur la mythologie. J'ai l'impression que le jeu va être un petit peu dans les mêmes zones. Mais, c'était-tu Bruce Campbell qui faisait la voix? Je pense que oui. Ouais, mais je pense qu'il avait fait la voix. Ça avait eu comme un succès à cause de ça. Ça serait con de reprendre la distribution au complet puis de pas faire une suite ou pas de finir l'histoire d'une certaine manière. Parce qu'il y avait des plans, là, ça finit vraiment sur une fin ouverte. C'est ça qui est poche. C'est une série sur le point de finir ou se conclut. Faites au moins une finale, une vraie finale. Ouais. Je pense qu'il voulait faire aussi que c'était une saison post-apo. Ouais. Un peu la fin alternative de Army of Darkness. C'est comme ça que en tout cas, je ne veux pas trop en parler parce que les gens n'ont pas écouté encore la 3e saison. Puis moi, je me suis spoilé en lisant l'article qui parlait du jeu vidéo, mais c'est dans ces zones-là qu'on voulait aller. Ouais. Jake, est-ce que tu as autre chose, toi? Oui, j'ai une petite nouvelle intéressante sur comment vendre son script à Hollywood. Donc, il y a cet été, le dernier E3, il y avait eu une interview avec un de mes développeurs de jeux préférés, Hideo Kojima, qui a fait les Metal Gear, qui a fait Death Stranding. Puis c'était animé par un réalisateur de films. Si je vous dis Jordan... Peele? Non, non, lui on l'aime. Oui. Jordan Vogt-Roberts. King Kong Skull Island? Exactement. Okay. C'est le dude qui a de l'air parfaitement normal, sauf qu'il a une barbe de 6 pieds de long. Je ne comprends pas ça. Je sais pas pourquoi. Ça doit être encombrant. Là, est-ce qu'il est dans ZZ Top ou il est dans... C'est pire. Je te dis, là, il vire sérieusement, genre, tu sais, comme à boucle de ceinture. Là. Non, mais là, il est-tu dans ZZ Top ou il est pas dans... Peut-être qu'il est dans ZZ Top, on sait pas. Puis, c'était comme, je trouvais ça étrange, comme match de, tu sais... puis il arrêtait pas de faire référence à « Ah oui, quand j'ai rencontré Kojima, je lui ai demandé ça, puis nanana. » Mais non, je vais te laisser finir. Et on sait aussi qu'il y a des plans de faire un film sur Metal Gear depuis au moins 10 ans. Ouais. C'est dans les parlers depuis full longtemps. Kojima est plus avec la compagnie, donc il n'est plus économie. J'imagine que ça va pas se passer. Ben c'est ça. Sauf que une couple de jours après cette entrevue-là, Vogt-Roberts a dévoilé plein de concept art du potentiel film Metal Gear. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de deal. Okay. Il y a un script, mais il n'y a rien. Et il s'est rendu compte que quand il commençait à pitcher ça à Hollywood, c'est pas des producteurs qui sont familiers avec ce jeu-là. Donc, il allait googler, puis la seule affaire sur quoi il tombait, c'était des screenshots. Il n'y avait pas d'accès vraiment au concept art. Et le concept art des jeux de Metal Gear est vraiment fucké parce qu'il est fait par un artiste extraordinaire, mais qui fait ça comme la vieille calligraphie japonaise. Donc, c'est pas représentatif si tu connais pas le jeu. Ça donne pas le ton du jeu du tout. Exact. Donc, il a engagé un paquet de concept artists, dont beaucoup de jeux vidéo et de concept art de cinéma, pour produire une série d'art originaux. Fait que c'est même pas nécessairement des scènes clés du jeu. Des fois, c'est juste des mash-ups. Des idées. Un peu ce qu'on avait fait pour le film d'Alien qu'on n'a jamais eu finalement. Exactement. C'est direct dans ce même idée-là. Pour qu'il puisse vendre son scénario, qu'il se le fasse signer plus facilement. Je trouve ça super weird que ça soit fait publiquement. Ouais. En même temps, je trouve ça super cool. Puis, il est invité à des shows pour parler de ça, là. Donc, il n'y a même pas de script, il n'y a même pas de deal. Je veux dire, il y a un script, mais il n'est pas attaché à un studio. Mais là, est-ce que Kojima serait impliqué? Ben, il serait en tant que supervising, mais tu sais, lui, il ne peut pas toucher à la franchise. Non. Fait que c'est quoi le deal avec Konami? C'est quoi le deal des droits d'auteur? On sent que tout ça, présentement, c'est en suspens. Sauf que ce qui est malade, c'est qu'il fait comme, ben, ça m'arrêtera pas. Normalement, tu fais « Ah, j'ai pas les droits » ou « Ah, il n'y a pas de studio à signer à ça, donc fuck it ». Puis lui, il décide de le faire pareil et de rendre ça public. Donc, vous pouvez juste taper Metal Gear Concept Art Movie, vous allez tomber sur facilement une vingtaine d'images là, produites de haute qualité. Puis je trouve ça juste fucking intéressant, comme c'est la première fois que j'entends parler d'un développement de film qui est public avant même que les studios signe quoi que ce soit. Ouais. Lui, il a développé un script avec des writers. Il a répondu à beaucoup de questions parce que Metal Gear, c'est très méta. On fait souvent référence au fait que tu es en train de jouer un jeu vidéo dans le jeu.
comment tu traduis ça au cinéma? Est-ce que tu dis que tu es dans un film? Est-ce que tu fais ça à la Deadpool? Le potentiel, il est large. Mais je trouve ça cool que on est en train d'assister à ça, voir dans les prochains mois s'il se passe de quoi avec ça ou non. Est-ce qu'on sait, une question pour toi, est-ce qu'on sait si Konami continue à développer la franchise de Metal Gear ou ils l'ont mis sur la glace? C'est que Konami ont fait un autre jeu sur le même engin que le 5 qui s'appelle Metal Gear Survive, qui est techniquement dans le même univers. C'est un spin-off? C'est un spin-off, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire de base de Snake. Mais on ne sait pas si Snake va revenir dans une nouvelle itération. Il appartient à Konami. C'est ça. Ouais. Mais on sait que c'est une des franchises de jeux où les gens qui trippent Metal Gear trippent aussi sur son créateur. C'est un jeu d'auteur, à quelque part. Ouais. Fait que ça serait... Je pense pas que les fans embarqueraient... Là, tu finis le dernier? Oui, j'ai capoté. Ouais, j'ai débloqué toutes les fins et tout. Wow. Ah, il est malade. Ouais, excellent. Ouais. Ben, merci, Jake. Et voilà. Toi, Simon, tu voulais parler d'une BD? Oui, je suis allé au magasin. Ah oui? Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé. Celui qu'on est allé ensemble? Oui, Yes. le 1 Million Comics sur Jean Talon, qui est la place que j'allais tout le temps quand j'achetais mes comics. Et là, ça faisait un bout, j'en avais pas acheté, puis je suis rentré là. Puis j'ai pogné deux singles de la même série, en fait le numéro 1 et le numéro 2 de Cosmic Ghost Rider. Ouais, tu en as parlé ici. De Frank Castle qui devient le Punisher. Hein? Ouais. Frank Castle qui devient le Ghost Rider. Punisher qui devient le Ghost Rider. En fait, c'est ça. C'est un spin-off de la série Thanos. Et ce qui arrive, la base, en fait, c'est que Punisher, pendant une bataille contre Thanos s'en est pris à la planète Terre. Et à cause qu'il a pitché le Hulk dans un building, il y a un débris qui est tombé sur Frank Castle. Il est mort. Et en arrivant en enfer, il a fait un deal avec Mephisto pour que il veut se venger contre Thanos. Fait que là, il devient le Ghost Rider. Éventuellement, je me souviens plus trop comment, il devient aussi le... je sais pas c'est quoi le terme francophone, mais le Herald... Oui, l'envoyé. L'envoyé de Galactus. Ben oui. Et après, il devient le bras droit de Thanos. Fait qu'il devient comme un Ghost Rider de l'espace. Ouais. Puis à un moment donné, ça il vire fou. Puis là, je me souviens plus trop qu'est-ce qui arrive. Parce que ça, c'est comme du backstory que je vous dis. Okay, c'est même pas la série encore. Non, c'est ça. Ça, c'est résumé dans les premières pages. Mais la BD commence qu'il est à Asgard avec Odin. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est pas le Odin de notre continuité, c'est un autre. Puis il lui offre de redevenir le Ghost Rider, mais maintenant cosmique qui peut se voyager dans le temps. Non, en fait, il lui offre, tu vas dans le temps ou à l'endroit que tu veux, puis tu fais ce que tu fais. T'sais. Le Punisher. Juste pour le monde qui sont comme, il parle-tu vraiment du même Punisher que la série Netflix ou c'est un autre personnage? Non, c'est lui, là. C'est ça, c'est sûr que c'est un genre de what if, puis où c'est un autre univers parallèle, mais c'est quand même le Punisher. Ouais. Et c'est ça, c'est que là, on en parlait au début du show, en fait. Si tu vas dans le passé, est-ce que tu vas tuer bébé Hitler, mettons? Mm-hmm. Là, lui, il va dans le passé pour tuer bébé Thanos. Oh. Mais là, quand il va pour le faire, il hésite. Est-ce qu'il giggle? Le bébé? Ouais. Non, il saute dessus. Ah, OK. Mais Punisher se rend compte qu'il n'est pas encore consumé par le evil. mettons. Fait qu'il décide de le prendre et de l'élever pour le changer. Fait que la BD finit, le premier numéro finit avec lui qui a Thanos dans un genre de Baby Bjorn devant lui. Ouais, en conduisant sa moto avec des chaînes, le crâne comme de Hangover. Ouais. C'est fucked up. Fait que puis c'est ça, puis là dans le deuxième ça devient encore plus wacky, mais sérieux c'est vraiment le fun parce que c'est des concepts complètement capotés, mais c'est ça la BD. Puis j'avais le goût de lire de quoi de vraiment wacky puis de weird, puis c'est parfaitement ça. Puis le dessin il se porte super bien, c'est un peu cartoon mais pas trop. Puis c'est violent visuellement. Oui, quand même. Mais c'est aussi très coloré. Ouais. Fait que ça rajoute un peu. C'est par Dylan Burnett
qui dessine, mais c'est Donny Cates qui écrivait la série Thanos. Puis c'est ça, je sais que dans la série Thanos, c'était un punch que ce personnage-là, c'était le Punisher. Mais je pense que ça a comme pogné, fait qu'ils ont décidé de faire une série avec ça. Fait que là, c'est ça, il y a 2 numéros à date. Là, je veux pas trop en parler, parce que je me dis sûrement qu'on va en parler au show. Ouais, ça serait le fun. Parce que c'est vraiment un concept le fun. Fait que c'est ça. Good, je le suggère. Quand tu sens qu'il n'y a pas de limite, Ben, à c'est tes ça. idées, tu fais comme fuck it, on le fait. Ouais. J'aime ça quand ils font des choses comme ça, Marvel. Ça, puis, tu sais, c'est un peu... La BD qu'on va parler tantôt, c'est un peu ça, mais c'est que là, dans la BD, on va en parler tantôt, mais il y a tellement de continuité dans l'autre BD que... Puis c'est comme important que ça te perd un peu. Ouais. Dans cela, la continuité, il y en a. Mais les résumés... Elle n'est pas importante pour la quête de la BD. T'as juste à savoir que c'est comme, oh boy, c'est comme loin, là, tout ça. Ouais. Mais t'as du fun avec. Cool. Ben, tu l'as bien vendu. Ouais. Elle est pas Punisher dans l'espace cosmique. Moi, je finis avec une petite nouvelle de Star Trek, d'une certaine manière. Hein? Êtes-vous content que je parle de Star Trek, les gars? Hashtag Picard is back. Yes, man. Picard is back. Tu vas-tu encore parler de Discovery? D'une certaine manière, je vais le mentionner rapidement. En fait, c'est très rapidement, puis je sais même pas si l'annonce s'applique au Canada, parce qu'on a regardé tantôt avec Simon sur Amazon, mais c'est une question d'Amazon Prime puis CBS All Access. Donc CBS All Access, c'est un peu le Netflix de la chaîne CBS. Puis sur CBS qui est diffusé, c'est Star Trek Discovery, les autres propriétés de CBS, puis les prochaines propriétés, voire les prochaines séries qui vont être diffusées sur la chaîne TV vont se retrouver aussi sur CBS All Access, dont la fameuse série de Jean-Luc Picard, Patrick Stewart. Ouais. Donc, CBS All Access, c'est un autre maudit service auquel il faut s'abonner. Mais là, ils ont trouvé une manière de peut-être aller chercher des nouveaux auditeurs parce qu'ils ont joint leur force avec Amazon Prime. Donc, Amazon Prime qui est aussi un service de flux en continu. Vous pouvez maintenant passer par l'interface d'Amazon Prime pour consommer votre contenu de CBS All Access. C'est là où ça devient un petit peu confus, et si un auditeur ou une auditrice à la maison qui est plus au courant de cette nouvelle-là, je l'ai lu plusieurs fois, là, si vous pouvez rectifier le tir, là, moi ça me fait plaisir, ben@mystérieuxétonnant.com, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais vous passez par CBS All Access, par Amazon Prime pour consommer le contenu de CBS All Access. C'est essentiellement ça. C'est tout. Parce que vous pouvez le faire pour Stars, vous pouvez le faire pour HBO. Chacun a son propre service. Mais ça, c'est aux États-Unis. Parce qu'au Canada, les lois des droits d'auteur, c'est différent. Ouais. Ça dépend de qui possède les droits pour telle série, puis elle peut pas être à plein d'endroits en même temps. Donc, c'est plus compliqué ici au Canada. Donc, à ma connaissance, Amazon Prime, pour l'instant, n'aura pas CBS All Access. Puis ce qui est gossant, et encore une fois, c'est ce que j'ai compris, vous payez pour Amazon Prime un prix annuel, ça va environ 80$. Et là, vous devez payer en plus pour le service de CBS All Access. Okay, donc, c'est pas comme si, en achetant Amazon Prime, vous avez l'accès au contenu de CBS All Access. C'est deux contenus différents, c'est 2 accès complètement différents. Et là, où est-ce que je trouve ça complètement ridicule, c'est que le $5,99 par mois US vous donne accès au service de base, donc avec la publicité, ce qui est normal. Prendre du $5,99, c'est pas si pire. OK, ça va. Mais si vous payez $9,99 US pour CBS All Access, vous avez un ratio de pub réduit, mais il va y avoir quand même... Il y en a encore. Il y a quand même des pubs. C'est complètement ça. Moi, ça me fait complètement capoter. Donc, c'est un peu compliqué pour finalement avoir au même résultat, puis des pubs de char, puis d'autres affaires. Moi, je dirais, si vous êtes aux États-Unis, et on a des auditeurs d'ailleurs américains, passez donc directement par CBS All Access. L'avantage, par contre, par Amazon Prime, c'est qu'ils ont des plateformes disponibles sur iOS, Android. Vous pouvez passer par les TV intelligentes. Vous avez aussi l'accès sur les consoles, donc PlayStation 4, Xbox et compagnie. Puis ça simplifie la chose. Mais vous devez quand même vous inscrire aux 2 services. Tandis qu'il y en a un, c'est plus par le laptop. C'est juste CBS All Access. Donc, pas de façon facile pour l'instant pour écouter des saisons de Star Trek, dont Discovery et les prochaines propriétés de CBS All Access. C'est un peu compliqué pour rien, tant qu'à moi. Mais tu sais, en même temps, c'est comme un peu normal parce que chacun veut garder contrôle sur ses propriétés puis ils veulent pas toutes donner accès à tout le monde. Hein? Moi, j'ai plus de nouvelles. Je vais les garder pour une autre fois. Mais est-ce que tu as écouté le dernier épisode de Castle Rock? Oui,
Je suis à jour, moi. J'écoute du Castle Rock quand ça sort. Est-ce qu'on va faire un segment là-dessus ou on fait juste comme écouter la saison puis on s'en jase une fois de temps en temps? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, est-ce que tu aimerais ça faire un show sur ça? Ben, il faudrait que tout le monde écoute la série, puis je veux pas forcer tout le monde à écouter. Parce que souvent, en fait, c'est un bon segue, là. C'est que des fois, les gens nous demandent « Hey, allez-vous parler de telle série? » Parce que quand on parle d'une série, il faut que tout le monde ait écouté tous les épisodes, puis là, ça devient compliqué. Fait qu'on peut en parler de façon plus quotidienne, si tu veux. Ça me dérange pas en parler si tu veux. Pourquoi tu avais une question par rapport à ça? Non, j'ai pas écouté le dernier encore, okay. Mais je suis vraiment intrigué de savoir ce que tu en penses, parce que moi, je te dirais, là, je suis 50%, je trouve ça malade. 50%, je suis comme, je sais pas. Ah, moi, date, si on me fait pas un loss, je suis vraiment content, mais j'ai l'impression que c'est un peu le feeling, tu sais, ça avance. Non, je sais que Simon t'aime loss, mais c'est dans le sens que ça avance à un rythme que tu te dis, on s'en va-tu quelque part avec ça, ou ça finit en suspension, puis on sait pas trop. Pour moi, ça va assez vite, puis assez lentement, puis il y aura pas beaucoup d'épisodes pour la première saison, là. Je pense qu'ils vont garder ce nombre-là assez limité, là. Le rythme est parfait pour que je sois assez hook et que je veux continuer à savoir ce qui s'en vient. Ça mérite pas là, que le personnage principal... Tu sais, le personnage principal à date, là, dans la série, là, spoilers pour les gens qui l'ont pas écouté, là, mais il est pas trop au courant de ce qui se passe. La nature paranormale de son histoire, il est pas vraiment au courant. Mais il découvre des choses dans le dernier épisode qui, moi, me donnent le goût de continuer. Puis à date, le rythme, il fonctionne bien pour moi. Mais moi, je suis un fan de Stephen King. Ça fait longtemps qu'on avait une série télé qui est intéressante. Et Castle Rock me livre un peu tout ce que je veux pour l'instant. Donc, je reste accroché pour le casting est incroyable. Andre, le personnage principal, là, il est parfait. Ben, tout le monde. Il n'y en a pas un que je fais il me semble lui, il était un peu à côté. Et il y a beaucoup de liens à faire avec Lost parce que c'est la même production. C'est Bad Robot. Mais bref, OK, on s'en reparle peut-être plus en profondeur là, quand je vais avoir... Prochainement. Au pire, on fera une bifurcation là-dessus si ça donne. Quelque chose que tu veux rajouter, Simon? Juste rapidement, j'étais allé voir The Meg au cinéma. Film de requin géant. Parle-en beaucoup, là, mais surtout en détail visuel pour Jake. Non, ben, tu sais, c'est Jason Statham contre un requin, là. Un mégalodon. Ouais, c'est ça. Ça, vous savez, les gars, ça existe pour vrai. Hein? Ça existe plus. Non, mais il paraît qu'il y en aurait des congelés. Ah, ok, Ce qui est fascinant, c'est que c'est basé sur une série de livres. Pour vrai? Puis dans les autres livres, il y a plein d'autres grosses créatures. Grosses créatures marines. Ben voyons. Fait que s'il y a des suites, on va voir plein d'autres choses que des mégalodons. Mais c'est un peu... le film, je pense qu'il va pas assez loin. Tu sais, avec un concept de même, tu te dis, ils vont avoir du fun avec ça. Ça se prend un peu trop au sérieux. Fait que, tu sais, j'ai eu du fun à le regarder, mais je riais du film. Je riais pas avec le film. OK. Fait que c'était correct, tu sais. Puis il y a des moments perdus un peu, genre... toute la scène... Il y a une grosse scène, à un moment donné, le film vire, puis c'est un film chinois. Parce que les personnages principaux, on les voit pas. Puis là, c'est plein de monde, je me souviens plus exactement où, mais c'est une plage avec plein de figurants chinois qui sont là. Puis il y en a vraiment beaucoup. Puis le mec qui se promène en dessous, puis tu penses qu'il va faire un carnage, puis que ça va être le fun, parce que le monde va revoler, puis tout. Mais la façon que c'est filmé, tu vois pas grand-chose, puis c'est comme un pet mouillé un peu. C'est quoi, c'est une surprise? Non, mauvaise. Ouais, très mauvaise surprise. Non, mais c'est ça, c'est comme une occasion manquée. C'est ça, mais c'est parce que le film, clairement, va pour le PG-13 quand il aurait dû aller pour du R puis montrer un petit peu quelque chose. La seule critique que j'ai écoutée, c'était ça. Le point, c'est qu'il aurait dû faire ça rated R puis vraiment s'amuser, tu sais, faire une shot de le requin qui est tellement gros, mais que là, finalement, tu sais, il te chope juste au moment où c'est que t'allais t'en sortir. Tu vois juste ta tête qui revole, tu sais. Ouais, puis tu sais, à un moment donné, il est tellement gros, puis là, il y a Jason Statham qui fait juste comme donner des coups de pied dans le fond de l'eau, puis il réussit à s'enfuir. C'est comme, hein? Ben, c'est Jason Statham quand même. Ben, il y a ça. Fait il y a certains moments, le fun, puis tu sais, sérieux, j'ai quand même eu du fun à le regarder, mais c'est pas aussi plaisant que tu penses que ça va être. Pour un film que t'as l'impression qu'il se prendra pas au sérieux, se prend un peu trop au sérieux. Ça aurait pu être dans la zone de Sharknado un peu, ou dans le série mais là, c'est trop. Ou Rampage aurait été une bonne zone. Ouais, peut-être plus de ce ton-là, mettons. Mais c'est ça. Puis j'ai aussi vu Mac et moi,
Oui, le 25e anniversaire. J'ai le réécouté Blu-ray. Mac et moi. Hey, man, ça doit être intense en temps. Hey, c'est quelque chose. Ah ouais. Puis, tu sais, autant, souvent, ce film-là est relié à des souvenirs de... OK, c'est comme une grosse pub pour McDo ou Coke. Tu sais, il y a beaucoup de placements de produits dans le film. Pour moi, en le regardant, je me suis rappelé que ça me rappelle des éoliennes. Parce que... Ah oui, une partie du film qui se déroule. oui et non. En fait, c'est qu'il cherche un endroit où la famille de Mac est. Et Mac, tout ce qu'il arrive à faire, c'est mettre une fleur dans une paille, puis tu sais, la faire tourner. Fait que là, il ne catch pas trop c'est où, mais finalement, c'est des éoliennes. Puis je pense pourquoi j'associe ça avec, c'est parce que c'est peut-être la première fois que j'ai vu des éoliennes dans ma vie, c'est dans Mac et moi. Mais c'est pas super important. C'est pas, il y a pire traumatisme. C'est ça, mais ce qui est le fun, c'est que à la sortie du film, il y a quelqu'un qui a sorti une scène coupée dans la version japonaise où le kid se fait tirer. Parce que quand tu regardes le film, il y a la scène vers la fin où tu as la famille qui est dans un supermarché, puis là, tout le monde capote, puis là, le père des extraterrestres réussit à pogner le gun d'un gardien de sécurité. Fait que là, tout le monde sort, puis t'as la police à l'extérieur qui pointe vers la famille, et t'as le petit kid qui est en chaise roulante qui dit « Non, je vais aller leur parler. » Puis là, il s'en va vers eux, et là, il y a un policier qui veut l'arrêter, mais en essayant de l'arrêter, il s'enfarge avec le gun vers le haut, vers le kid. Puis là, après, ça coupe, puis là, je me souviens pas comment ça arrive, mais le supermarché explose, puis devant... T'as le kid, t'as une silhouette du gars en chaise roulante qui est inconscient. Est-ce qu'il est enveloppé par les flammes? Ben non, mais quand tu regardes ça, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, après, tout le monde va vers le kid, puis là, il est comme inconscient, puis tout le monde capote, puis tu te dis, OK, c'est genre la force de l'explosion l'a comme mis à terre. Ouais, où il est mort à cause de ça. Mais c'est ça, c'est que dans la scène coupée japonaise, t'as vraiment le policier qui s'enfarge et t'as la balle qui passe à travers le kid. Tu le vois? Oui. Fait que le kid se fait tirer. Wow. Ils ont tiré sur un gars en chaise roulante. Un enfant en chaise Faut roulante. le faire, hein? Dans un film pour enfants, c'est quelque chose. Ouais. Mais ça, malheureusement, n'est pas inclus dans le Blu-ray. C'est juste... checker sur Internet, c'est quelqu'un qui l'a posté sur Twitter. Ils l'ont même pas mis dans la 25e Ça vient du anniversaire. VHS japonais. Là, Ah, wow. Fait que c'est ça. Puis j'ai aussi écouté Last Action Hero. C'est bon, ce film. Si on parle d'un film méta, c'est pas mal meilleur que Scream. C'est sûr. Ouais. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, ce film-là. Ouais. Les gens y pensent pas. Qui mais, a réalisé ce film-là? donc? John McTiernan. Oui, sur un scénario de Shane Black. Ouais. Fait que c'est le team. En fait, John McTiernan, c'est Die Hard puis Predator. D'ailleurs, êtes-vous excité pour le prochain Predator qui est réalisé par Shane Black? Moi, je suis intrigué. Moi, je trouve que ça a l'air super hot. Ouais, des bonhommes vrai, qui tirent. là. Qu'est-ce que ça fait de plus? On dirait que j'ai l'impression que le trailer vend pas tant bien le film que ça. Surtout le premier trailer. Mais je pense que le film en tant que tel va être le fun. On dirait que c'est un mauvais trailer pour un bon film. C'est difficile souvent, à part peut-être Iron Man 3, là, mais c'est difficile à vendre les films de Shane Black. Pensez à Kiss Kiss Bang Bang, où moi j'ai écouté The Nice Guys récemment et j'ai vraiment aimé ça. Ouais, j'ai retrouvé la dynamique dans Kiss Kiss Bang Bang. Tu vois, Kiss Kiss Bang Bang, ça n'a pas marché. Il a voulu faire encore une histoire de détective. C'est super bien construit. Ces histoires sont fascinantes. Ces personnages sont super bons. Et, mais comment faire une bande-annonce avec ces films-là? Ouais, c'est ça. Donc, ouais. On y va, on va le voir. Moi, ça me tente. OK, on prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec la bande dessinée de la semaine, Dark Knight Metal. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as créé un groupe Facebook? Ouais, qui s'appelait OK. Mais comment Genre, je sais pas. Puis j'ai envoyé des messages, puis c'est genre OK. Fait que les gens, ils pocket call, mais toi, tu pocket créer des groupes Facebook. Ouais, des groupes de discussion Je nommés. pense qu'on va en parler tout de suite. C'est ça, j'étais enregistré en ce moment, je l'ai gardé. Le groupe, il y a un nom, là. J'ai nommé le groupe. Puis ça, je pense que tu peux juste le faire après d'avoir créé le groupe. Donc, puis j'ai envoyé des messages. Puis j'ai appelé ensuite les deux personnes dans le groupe qui
ont répondu, puis ils ont fait « OK, qu'est-ce qui se passe, gang? » Puis moi, j'étais chill, là, tu sais. Moi, je sais pas ce qui se passe, ça. Puis là, je vois, vous avez manqué un appel. Ah non, quelqu'un a manqué votre appel, c'est moi qui ai appelé. Ça, puis un moment donné, à Gauthier, j'ai envoyé une image, OK, qui venait de mon téléphone, qui est une image de Skeletron, avec, genre, full de barbeaux par-dessus. Tu sais, parce que tu peux faire ça, tu peux dessiner par-dessus une photo. Non, mais et au moins, genre, une 50aine de Happy Face. Puis j'ai envoyé cette image-là. Moi, je pense que tu devrais considérer que t'es peut-être que tu te fais pirater. Peut-être. Parce que là... il y a 2 jours, j'ai appelé Étienne Forêt Oui. en pleine heure de souper. J'ai dit « Hey, qu'est-ce que ça te tente de faire à soir? » Il dit « Ah, j'ai de quoi, désolé. » Appelle, manque l'appel, re-appelle. Puis là, un moment donné, je suis comme, voyons, j'entends de quoi dans mes poches? J'ouvre mes poches et Étienne est là, live, vidéo. Je suis comme, Dans tes poches. c'est ça? Il est comme, ben là, je commençais à m'inquiéter, je me demandais, y a-tu une urgence? Puis là, finalement, j'ai dit salut à sa famille, puis le chat, il était là, puis... Charlie. Ouais, Wow. ouais. Écoute, à ce jour, t'es la seule personne qui, à ma connaissance, pocket live sur Facebook. Genre. Ouais. Puis c'est pas ça, c'est qu'à l'époque, quand j'ai fait le live Facebook de genre 20 minutes de temps... La première ou la deuxième fois? La première fois, en direct de mes poches, j'ai appris ma leçon, j'ai fait comme, bon, je vais mettre une sécurité sur mon téléphone. Mais ça a l'air que ça m'empêche pas. Parce que là, je vais commencer à douter. À chaque fois que je vais te parler de quelque chose, j'ai peur qu'on soit live sur Facebook. Ben comme là, c'était assez compromettant. Là. Ben je veux dire, ça l'est pas. Ça vient de nous arriver? Oui, c'est ça. Ouais. Simon puis moi, pendant qu'on fumait une clope en bas, j'ai appelé Caroline Brocab, puis un message d'1 minute, là, puis on nous entend full parler. Fait que tu sais, imagine, j'aurais dit à cette petite cab, anyway, je l'haïs, Chris de conne. alors ça aurait été spécial. Bon, on vous rappelle que les Mystérieux Étonnants ont un Patreon. Oui. C'est ce qui fait que vous entendez des belles histoires comme ça. Donc, vous allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous pouvez le faire sur plusieurs mois, 1 mois, c'est comme vous voulez. Chaque don permet la création de cette émission hebdomadaire qui existe maintenant depuis près de 13 ans en janvier. Ça va faire 13 ans en janvier. Et là, je l'ai dit au début de l'émission, mais c'est pas 4 cafés. Finalement, c'est 1 café. Ouais. Pour 1 café par mois, là, c'est rien, 1 café par mois. Vous faites en sorte qu'on crée non seulement les Mystérieux Étonnants, mais on fait aussi Cœur et Croupe, qui va revenir prochainement. On a parlé avec Marie-Lune récemment. Et aussi Noël Chisdor, le podcast de Simon, un podcast de Noël à l'année. Boudez pas votre plaisir, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est ça du podcast indépendant. Et voilà. Et chacun d'entre vous fait en sorte que ça existe, les Mystérieux, et que, voilà, c'est par Patreon, c'est super facile. Donc, allez jeter un coup d'œil. Merci à ceux qui donnent déjà. Ben oui, merci beaucoup. Puis de temps en temps, vous avez une émission exclusive, podcast qui s'appelle Bifurcation pour les fans des Mystérieux Étonnants. Sinon, il y a différentes façons d'appuyer l'émission. Vous pouvez partager le show, faites-le à chaque fois que vous pouvez. Parlez-en aux gens au Québec. Là. Dites-leur c'est quoi le podcast, puis qu'il n'y a pas juste des podcasts d'humour. Il y a aussi d'autres types de podcasts qui existent. Donc, parlez-leur des Mystérieux Étonnants. Puis ça nous aide quand même beaucoup. Aujourd'hui, on parle d'une bande dessinée de Greg Capullo et de Scott Snyder. Scott Snyder étant l'écrivain et Greg Capullo l'artiste principal. Ça s'appelle Dark Knight Middle. C'est publié chez DC Comics. Là, je vous dis tout de suite en partant, je vais vous faire une petite leçon parce que moi, j'ai commencé à lire surtout de la bande dessinée américaine il y a environ 14 ans de ça à cause de DC. J'étais full impliqué dans DC. Puis c'était mon amour premier. Des séries d'ailleurs que j'aimais plus que d'autres. Mais j'ai lu les gros canons de DC. Et en lisant Dark Knight Metal, je m'aperçois qu'il faut que tu aies quand même une bonne connaissance de la mythologie DC, qui est grande puis qui est profonde. Puis Dieu merci qu'ils ont rétabli récemment avec les événements qui se sont passés du côté de l'éditeur américain. Ce qui est le fun, c'est que moi, en tant que personne qui aimait beaucoup DC au début des années 2000, j'ai retrouvé un peu de cette saveur-là. Mais c'est un peu compliqué. Donc, de prime abord, je vous le dis tout de suite, si vous lisez Dark Knight Metal, il vous faut peut-être un petit peu de connaissance sur Crisis on Infinite Earth, Infinite Crisis, Batman R.I.P., Final Crisis, la run de Batman de Greg Capullo et de Scott Snyder. Il faut qu'on connaisse un peu aussi sur les éléments mythologiques de DC, dont les Middlemen, les Monitors, l'Anti-Monitor, le Source Wall, les New Gods, et Hawkman et Hawkgirl. Et Sandman. Sandman aussi, également. Et The Court of Owls. Court of Owls, qui est dans la run de Greg Capullo et Scott Snyder. Donc, si vous avez tout ça, peut-être que vous allez être en mesure de bien suivre l'histoire, mais moi, j'en ai parlé un petit peu avec Simon avant l'émission, et on a tous les deux l'impression que
C'est un event de DC. Hein. Donc, il fallait peut-être lire les autres titres. Et malheureusement, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les autres titres qu'on a l'impression qu'on a manqué. Il y a des trous au niveau de l'histoire qui sont très, très marquants. Et ça paraît. Ça paraît beaucoup. Donc, si vous êtes familier avec l'univers des DC, si vous connaissez un petit peu tout ça, c'est un peu une suite spirituelle à Final Crisis. C'est beaucoup plus lié qu'on le pense. Et ça, Final Crisis, il y a quand même plusieurs années. Là. Tout l'élément sur la musique. Oui, la vibration de l'univers. Ouais. Le multiverse, j'ai oublié de mentionner le multivers de 52 minimum univers parallèles. Ouais. Et là, pour situer, là, je vais essayer de mettre la table, mais corrigez-moi les gars. On suit, en fait, dans l'univers multivers de DC Comics, il y a 52 univers parallèles au minimum. Et ce qu'on s'aperçoit dans Dark Knight Metal, c'est qu'il y a un côté, une face sombre à cet univers-là, qui est le Dark Universe, appelez-le comme vous voulez. Et cet univers-là est composé de toute la noirceur de notre univers. Tout ce qui est vos pires cauchemars, démons, pires peurs, ça se retrouve dans cet univers-là. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les événements de Batman RP, Final Crisis, ont amené un démon de cet univers-là de prendre note de l'existence de Batman et s'est dit, je vais mettre en branle un plan pour éventuellement passer de l'univers que nous connaissons. Utilisé comme Batman comme étant une espèce de caveau ou portail à travers lequel je vais pouvoir venir envahir ce multivers-là qui est gigantesque. Et appelez-le un démon, appelez-le une énergie quelconque négative, c'est pas vraiment important rendu là. Moi, je le vois comme un démon. Comment tu l'appelles? Barbatos. Je vais le noter parce que j'arrêtais pas d'oublier le maudit nom. Barbatos. C'est plus fun si tu roules tes airs. Barbatos. Le domaine de Barbatos. Barbatos. Et va prendre possession de Batman, passer à travers lui pour envoyer son armée, qui sont en fait des équivalents de Batman mélangés avec la Justice League, mélangés avec des démons. Jusque-là, on suit. Ouais. Et la Justice League est confrontée à cette nouvelle menace-là, qui vient du multivers, le côté sombre du multivers, va essayer de combattre l'évasion, mais trouver aussi, à travers le multivers, un métal quelconque. Le 9e métal. Le 9e métal, un métal qui pourrait leur permettre de combattre l'invasion. Mm-hmm. C'est l'arme par excellence pour combattre ces démons-là. Sinon, ils sont quasiment indestructibles. Puis la meilleure manière que je peux trouver pour résumer l'histoire, parce que c'est ce que j'ai au final compris. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et dites-vous qu'à travers tout ça, il y a bien des éléments du multiverse et de la mythologie de DC qui est là, dont des choses auxquelles moi je ne savais même pas auxquelles on faisait référence. Hawkeye est là aussi, Hawkgirl est là aussi. Ça, c'est des personnages. Hawkeye, c'est autre chose, excuse-moi. Hawkman, Hawkgirl. Tu vois, déjà là, j'ai eu un bug avec Hawkman. Ouais. Parce que je sais pas si c'était supposé. En fait, tu sais, dans ma tête, Hawkman, ça fait longtemps qu'il est là, il existe, mais là, eux, on dirait qu'ils apprenaient qu'il existait. C'est que Hawkman... là, ça devient mélangeant. C'est qu'Hawkman, depuis le New 52, ne faisait pas, à ma connaissance, partie du canon de DC. OK, ça donc, il y a du New 52 là-dedans. Ça, okay. Ça. Donc, on est dans ce foutoir-là. Là. Ouais. Mais, je dois juste commencer avec un côté positif de la chose, là, parce que c'est très mélangeant. Puis je regarde nos faces, puis on est un petit peu perplexe. Là. On sait pas comment comment en parler pour rendre ça d'un intéressant. Mais moi, en tant que gars qui a lu beaucoup de DC pendant longtemps, si j'avais lu ça il y a quelques années, il y a genre 5-6 ans, j'aurais trippé ma vie parce que j'étais vraiment full impliqué dans DC Comics. Puis on faisait full référence à plein d'éléments mythologiques des DC qui sont riches, qui sont intéressants en soi. Mais il faut un gros bagage pour affronter Dark Knight Metal. En plus d'avoir probablement à lire les autres tie-in, donc les autres séries qui existent, pour vraiment avoir du fun pleinement. Oui, des bouts, là, ce qu'on parlait, là, je perdais le focus. Ouais. Mais j'ai aimé les références, j'ai aimé l'écriture de Scott Snyder. C'est très du Scott Snyder, là, quand il fait dans le Grant Morrison, là, des fois il nous perd, là. Il est un peu là-dedans. Là. Mais j'aime beaucoup l'art de Greg Capullo. Puis ça là-dessus, t'as un bel inventaire de ce qu'il fait. Ça fait longtemps qu'on avait vu les deux ensemble, parce que depuis la run qu'ils ont faite de Batman ensemble, ils n'avaient pas retravaillé vraiment. À part, je pense Batman All-Star, je pense même pas que Capullo était là. Fait que c'est le fun de les revoir ensemble. Ils ont une belle énergie, mais c'est mélangeant. Vous autres, qu'est-ce que toi, mettons, Jake, Simon, vous connaissez de cet univers-là? Comment vous l'avez découvert? Comment vous avez approché Dark Knight Metal? Mettons, j'ai trouvé que clairement Scott Snyder avait du fun à faire ça.
Ouais, tu sens son plaisir. C'est peut-être juste pas rendu à moi, Mm-hmm. parce que, justement, c'est tellement lourd de continuité que c'est vraiment dur de suivre. C'est comme... ça me fait penser un peu à, mettons, ce que Jake a vécu avec Secret Wars. OK. Ouais, c'est vrai que... Quand tu l'as lu, il y avait tout un bagage de BD qu'il n'avait pas lu depuis longtemps. Moi, c'est ça, je suivais tout Marvel. Fait que t'étais au courant. Fait que ça allait, tu sais, mais je pouvais comprendre qu'on se perdait. Puis là, c'est ça, j'ai vraiment l'impression qu'il me manque tellement des bouts. Puis là, c'est de me rappeler les gros events d'ici, Final Crisis, tout ça. Puis de savoir, tu sais, moi, depuis Nouveau 52, j'en ai pas vraiment lu de DC. Fait que, tu sais, tout ce qui s'est passé là-dedans, je suis pas au courant. Non. Fait que ça me perd un peu, mais... Ce qui est plate, par contre, c'est que quand on parle de Infinite War, excuse-moi, Wars, et merde, tu viens de dire le mot, la série de... Final Crisis? Non, la série de Marvel. Secret Wars. Secret War. Dans Secret Wars... La dernière, là. La dernière, le plus récent, parce ouais. qu'il y a plusieurs séries qui ont le même titre. Mhm. On fait allusion beaucoup à la continuité récente. Ouais. Donc, ce qui est aussi le cas dans Dark Knight Metal. Mais non seulement ça, dans Dark Ça Metal, retourne loin. on va loin, là. Ouais. On ouvre une porte là, qui est On vraiment parle de large. l'anti-moniteur qui date du... Mon Dieu, ça date des années premier 80. Crisis, ouais. C'est ça. Toi, Jake? Hey, moi, j'ai de la misère. Je sais pas quoi dire là-dessus. Tout le long, en fait, ce que j'aime de cette BD-là, c'est qu'elle m'a jeté dans une introspection totale de savoir qu'est-ce que j'aime de la BD. Pourquoi il y a des BD que j'aime et il y a des BD que je déteste. Okay. Parce que après le premier numéro, en fait, même après l'intro du premier numéro, qui est pas encore, tous les événements sont pas encore déclenchés, mais c'est comme une espèce d'aventure, le fun de la Justice League, qui sont dans une autre dimension, comme des gladiateurs, whatever. Puis là, j'étais comme, OK, il va la jouer genre Super Friends. Genre très campy. Ouais. Et ça, parfois, j'aime ça. J'aime la BD qui a un peu cette naïveté-là, puis cette espèce de... Tu sais, comme je décrivais un peu Thor Ragnarok, on dirait une game de jouets comme quand on était petit kid. Puis là, il se passe ça, mais là, il jump sur un vélociraptor, puis c'est l'espèce de fun avec de jouer d'un carré de sable, tu sais, que même si pas tout est logique, puis si ça n'a pas vraiment de sens... Let's go with it. Je te donne un exemple à ce que tu dis, là, pour appuyer ce que tu dis. Par exemple, la run de Justice League de Grant Morrison dans les années 90. Voilà. Puis, ça tient pas la route aujourd'hui, mais c'est un gros fun, un peu ado, très assumé. Puis moi, je la consommais en single, cette série-là. Et c'était, là, j'avais hâte. Puis tu sais, ça ressemblait pas en tout à le reste de la BD que je lisais. Tu sais, je lisais des Sin City, des trucs vraiment plus dark. Mais Justice League, je capotais là-dessus par Grant Morrison. Et c'est même là que le Superman électrique est arrivé un peu. Puis même à ça, c'était comme, c'est le fun pareil, let's go. T'sais. Parce que tu sentais que c'était comme un espèce d'épique fantasy, mais que ça donne, c'est des super-héros. Mais il y avait un fun. Ici, je catch que les auteurs ont eu du fun. Autant Capullo, qui a l'air d'avoir du fun à designer un paquet d'affaires fucked up. Ouais. Tu sais, l'étoile. Ouais. L'espèce d'étoile qui envoie chier l'autre. Ouais. Qui a 5 anus, finalement, on apprend. C'est ça. Spoilers. D'ailleurs, on spoil, hein, dans la partie de Oui. Mais, bizarrement, après le premier numéro, j'étais comme, OK, ça va être de même. Deuxième numéro, j'étais comme, OK, j'haïs ça. Puis, j'étais pas rendu loin dans le deuxième. Ouais. Puis j'étais comme, j'haïs ça, et pourquoi? Pourquoi est-ce que j'haïs ça? Parce que c'était pas nécessairement sur ce qui arrivait, c'était pas sur la structure, c'était pas sur les idées, mais j'étais comme, il y a aucune connexion émotive. Pour moi, ce sont des personnages en deux dimensions qui ne parlent qu'en exposition. Fait que tu dis, je l'ai aimé, l'histoire de Scott Snyder, côté dialogue, là, j'ai rarement vu de quoi d'aussi... Pour moi, qui tombait à plat, puis c'est flat, là. Il n'y a rien là-dedans qui te fait... Je peux juste mettre un bémol, parce que je suis d'accord avec toi, en fait. Là. C'est que souvent, dans les histoires de grande envergure comme ça, là, les espèces d'événements où tout l'univers d'une franchise, que ce soit Marvel ou DC, culmine, il y a beaucoup d'expositions parce qu'il y a beaucoup de personnages. Je dis pas que c'est une bonne chose, là, mais ce genre d'événements-là
entraîne souvent ce type de dialogue. Ouais. Cela étant dit, dans Dark Knight Middle, c'est ça à la puissance 8-10. Ouais. Et C'est c'est que pas c'est- intéressant. C'est pas intéressant. Non, c'est ça, c'est que t'as des personnages, tu sais, qui vont vraiment parler un peu comme... Puis c'est peut-être un hommage rendu là, mais ça rappelait la BD Silver Age, là, par moment, là. Ouais, Tu sais, ouais. des méchants qui Des disent... gros dialogues. là. I will give you the power of the infinite darkness, otherwise you will never be able to beat me. Puis tu sais, des affaires de même, genre... It's not the night metal, it's the 10 metal. This metal is made of pure energy, and its energy is able to come. Hey, on s'en sac, C'est ça. man. Et mixé avec l'espèce de métaphore du métal. Je parle du style de musique. Ouais. Ouais. Je l'ai cherché, moi, je l'ai pas tant trouvé que ça. Non, mais il y en a, puis Ouais. les kids jouent dans un band, tu sais, dans l'autre dimension. Oui, à la fin. Puis, à la fin, mais au début aussi, tu sais, je pense dans le 3e numéro, on voit Damian Wayne qui est comme dans un univers parallèle où tout va bien. Là. Damian qui joue avec le fils de Superman, I guess, que je connais Ouais. pas, peut-être qui est présent. Mais c'est un dans univers la- parallèle qui est pas le nôtre. Puis ils ont un band metal, puis là c'est les parents qui checkent le band. oui, ok, puis ouais. ils jouent là comme Mais- un chant. Pendant le pique-nique. Et là, l'affaire, c'est que après ça, tu sais, mettons que tu le joues camp. Là, après ça, je suis comme, pourquoi je trippe Rob Liefeld? esti? Je trippe plein d'affaires quétaines qui sont très de surface. Puis, tu sais, la dernière BD que j'ai trippé ma vie, c'est X-Men Grand Design. C'est écrit camp comme c'était écrit dans les années 60, puis ça paraît, puis c'est ça qui est voulu. C'est qu'il voulait. Il y a une retenue aussi dans X-Men Grand Design, c'est pas la même chose. C'est ça, c'est vraiment un ton qui est voulu. Tu sais. On entend si c'était en audiobook, on entendrait le crépitement du micro, le cric, tu sais. C'est fait pour être un peu campy. Tu sais. Mais là, ici, c'est mixé avec de l'ultra-violence, du gore qui aurait jamais pu passer dans un épisode de Justice League Animated ou des Super Non, Friends. ça, c'est bien, tant mieux. C'est pas nécessairement quelque chose de mal. Ben, c'est que là, moi, ça me ramène à une espèce de crise existentielle que les auteurs comme Will Eisner, puis Frank Miller, puis Jeff Smith avaient dans les années 90. Puis je me rappelle de ces espèces de statements-là à cause que je lisais Wizard. Puis eux, ils étaient en train de dire, là, présentement, on est en train de faire une erreur. On est en train de faire évoluer un certain type de BD pour plaire aux adultes, mais on est en train d'oublier les kids. Et ça m'a rappelé ça. Ça a fait que, OK, c'est pas pour enfants, ça. C'est Mais- pour ouais. ceux qui trippaient là-dessus en Ouais. enfant, mais qui sont... Puis j'adore mais ça. mais quand ça tu fait, prends- ça fait longtemps là, que la BD comic book américaine de super-héros est plus faite pour les enfants. Ça fait très très longtemps. C'est pas nouveau. Là. Ça fait des décennies. Mais Là, je c'est plus pense, comme ça. je pense qu'il y a des très très bonnes séries pour kids. Tu Je sais, pense qu'il y a des à- séries que les kids peuvent lire, mais je pourrais même pas suggérer un Batman ou un Spider-Man à un kid. C'est pas fait pour eux. Pour eux, ils ont les dessins animés à la télé, ils ont les films qui sont acceptables pour eux, mais ça fait très longtemps que les BD comme telles ne sont plus faites pour les enfants. T'sais. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je trouve que cette histoire-là était un exemple parfait de ça. C'est-à-dire que ça a la naïveté dans l'histoire d'une vieille histoire un peu classique, qu'on s'en fout même si tout fait pas de sens, puis c'est pas grave, on veut juste voir des héros faire des affaires cool, mixé avec un espèce de dark and grittiness qui, pour moi, a pas vraiment sa place. Tu sais, genre Superman qui défonce le torse de Batman, puis que le gore, puis tu vois, tu sais, comme des intestins revolés, puis tu fais comme... Tu l'as sublimé, ça, c'est pas ça. Il y a de la clé, il y a Ouais. de la glaise, elle est rouge, mais les intestins, tu l'as vu. Mais je comprends, je sais exactement la case à laquelle Ouais, tu fais puis référence. je veux quand dire- ta voix, tu C'est l'impression. C'est ça, puis tu sais, évidemment, c'est pas du vrai gore, mais il y en a du vrai gore, je veux dire. Oui. Il y a les espèces de Robin qui crient Crow, là. Ouais. Aux Ils sont pers- genre des robins vampires, démoniaques. C'est ça, puis t'es vois arracher la face de quelqu'un, t'es vois... Non, c'est très violent, ça, là-dessus. Ouais, ouais. Puis ça, c'est bizarrement je pense, le personnage qui m'intéressait le plus, qui est l'espèce de fusion entre Batman et le Joker. J'ai eu vraiment de la misère avec la fin de cette histoire-là. Ouais. Ça, là, je veux dire, c'est cheap, là, c'est comme... Mais si je peux rajouter de quoi, moi, ce qui m'a vraiment mélangé, c'est que par un moment, là, à partir d'un moment, là, je savais même plus ce qui se passait. Parce qu'il y a une invasion du multivers, mais ça, tu t'en rends pas compte avant la fin. Parce que la scène à laquelle tu fais référence, où est-ce qu'il y a un Clark Kent, puis c'est pas clair si c'est un figment de l'imagination, là.
Ouais. La famille, là, les deux, en tout cas, ils jouent de la musique. Là. Ouais. On sait pas si c'est un filament d'imagination ou si c'est quelque chose qu'on va projeter dans l'esprit de Superman pour le démoraliser. C'est vraiment... C'est un petit peu abstrait, là. Mais l'invasion du multivers, moi, je pensais que c'était la Terre principale. C'est tellement confondant qu'à la fin, tu sais même pas où ça se passe. Non. L'espèce de pylon là, qui sert à je sais pas quoi. Là. On est où, là? On est sur la Terre ou on n'est pas sur la Terre? On est où par rapport à ça? Puis ça, quand je lis de la vieille BD, surtout des années 90, là, et malheureusement, je vais bâcher, mais surtout du DC, t'en viens à perdre les notions d'espace puis de temps. Tu sais plus où se passe quoi. Le meilleur exemple, et c'est un vieil exemple, et je l'ai déjà utilisé à l'émission, mais pour moi, c'est un très bon exemple. Tu lis la bande dessinée de 2006-2005, Civil War, tu lis le principal de tous les éléments nécessaires pour comprendre l'histoire, et quand tu lis les tie-in, donc les spin-offs, t'as plus. Ouais. Mais tu lis le principal, puis ça fonctionne. Pour moi, c'est le meilleur modèle, parce que tu peux vendre ton modèle principal, puis si ça te tente d'en avoir plus, ce qui est souvent le cas des gens qui lisent du single, qui lisent beaucoup de BD, tu vas aller chercher le reste. Là, en ce moment, ton principal ne t'en donne pas assez pour comprendre ce qui se passe. Et là, je fais même pas référence à la mythologie à laquelle ils font référence. On ne sait pas qu'est-ce qui se produit, ce qui se développe devant nous, on ne sait même pas où on est. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. J'essaie de m'imaginer le script de cette série-là, puis Greg Capullo qui le reçoit et qui comprend ce qu'il a à dessiner. Ben, t'es un génie, man. Ils ont dû parler beaucoup par Skype parce que j'ai aucune idée comment il a fait pour décoder ça dans les images qu'ils ont créées, qui sont très belles, là, mais qui, pour moi, tout ça ne fait plus de sens. C'est vraiment mélangeant. Puis, je reviens un peu à mon premier point. C'est un excellent exemple que tu as nommé Civil War, que tu peux dire à quelqu'un qui connaît pratiquement pas la BD, genre, vas-y, man, lance-toi là-dedans. T'sais. C'est très complexe, mais t'as une connexion émotive. Peu importe si tu sais pas c'est quoi exactement les deux clans, puis qui est gentil, puis qui est affilié avec qui, tu catches très bien quand Captain America pète la gueule à Punisher, puis que Punisher se ramasse à brailler à terre en faisant fuck, tu sais, mon idole mon héros vient de me frapper, ouais. Tu connectes avec ça. Ouais. Même si tu comprends pas tout le backstory, tu fais que oh shit, il vient de se passer. Moi, s'il y avait juste eu cet élément-là de faire comme oh wow, là, il vient de se passer de quoi, j'aurais embarqué. Parce qu'ils ont beaucoup insisté sur le fait que ce qui se passe c'était comme la première fois que Batman avait peur de quelque chose. Ouais. Mais c'est tellement mal rendu, tu le sens pas. Faut que j'avais oublié cet élément-là. Ils en ont parlé souvent, puis il se passe tellement d'affaires, puis c'est comme une empilade de choses sans arrêt qu'il n'y a aucun moment pour respirer pour que tu comprennes émotionnellement les enjeux. Puis c'est ça, c'est que Batman, son enquête, ça lui faisait peur. De dévoiler ça aux autres de Justice League, en tout cas au début. C'est pour ça qu'il n'a pas fait référence à eux. Il les a pas appelés. Ouais, c'est ça. Puis ça devient un peu... il y a tellement de choses. Puis à un moment donné, on apprend que là, ça fait 35 ans que Batman est dans cet univers-là. Ouais. Puis qu'il se bat depuis... Tu sais, puis à un moment donné, t'as Wonder Woman et Superman qui sont prisonniers, puis que c'est dans leur tête. Puis là, on apprend que ça fait aussi comme des... 7 jours, 10 jours. Ouais, mais dans leur tête, ça fait des années qu'ils sont là. C'est comme... Hein? C'est de la torture, là. C'est vraiment... ils ont mis la puissance là, de la torture à 10, là, à 11. Là. Mais le focus n'est pas sur la psychologie des personnages. Non. Fait que tu fais juste l'apprendre, tu fais comme OK, I guess, tu sais. Ouais. Tu prends cette série-là, écrite de la même manière, mais tu mets un style de dessin des années 80, puis c'est à bonne place. Ouais. Ce n'est que de l'exposition. La seule chose, c'est qu'on n'est pas dans les thought bubbles, on sait qu'ils disent tout à voix haute. Ce qui est aussi le cas, là, des années 80, on faisait beaucoup. Ouais. Mais là, on relate beaucoup les côtés négatifs. J'ai quand même eu mon côté... J'ai une fidélité, moi, avec DC Comics pour ces éléments-là. Et j'étais content pour plusieurs raisons. J'étais content que tout ce background historique existe encore. Qu'on voit là maintenant qu'on est sorti du Rebirth, puis on est sorti du New 52 des dernières années. On refait référence à du vieux stock. On essaie de maintenir un certain statu quo. C'est des côtés positifs. Après, est-ce que c'est mal exécuté? Oui, bien sûr. Mais que ça existe pour un aficionados ou quelqu'un qui tripe vraiment DC, j'étais content pour ces lecteurs-là. J'aurais plus trippé, je pense, si j'avais lu la série DC des dernières années. Vraiment impliqué à fond. Ouais. Mais moi, je suis Batman,
puis un peu de Green Lantern, c'est pas mal tout ce que je suis en ce moment du côté de DC. Parce que les seuls qui ne font pas... Puis ça, c'est ça qui est plate, man. C'est que ça fait des années que DC arrête pas de jouer avec leur putain de statu quo. À chaque fois qu'ils vont jouer dans le multivers, ils ont jamais rendu ça, à part Infinite Crisis et même là, ils ont jamais rendu ça accessible pour personne. Ouais. C'est vraiment pas évident. Fait que tu mets ça entre les mains de quelqu'un qui a jamais lu du Batman, là, puis qui est déjà apeuré à l'idée de commencer à lire du comic. C'est la pire. Hey, c'est pas une porte d'entrée. Puis ça, c'est correct. Là, toutes les portes d'entrée ne peuvent pas être toutes les séries. Là. Mais je pense que c'est pas parce que vous aimez Batman et les heavy metal que vous allez être... mais je pense que DC, bizarrement, comprend le message parce que s'ils veulent continuer à faire ce genre de BD-là, ils n'ont pas le choix de créer quelque chose comme Black Label. C'est-à-dire des livres qui sont à part de la continuité, que tu peux juste le lire puis en profiter, puis t'es pas obligé de faire toutes les connexions ensemble parce que à part quelqu'un qui a lu genre la majorité de 52 puis qui s'intéresse vraiment à toutes les facettes de tous les personnages, je sais pas il est où le fun à avoir à lire ce BD-là. Je pense que c'est vraiment une lecture qui est pour les vieux fans. Les fans qui, comme je disais tantôt, Crisis on Infinite Earth, Infinite Crisis, Final Crisis, Batman R.I.P., New Gods. Quand Final Crisis est sorti, on comprenait rien. Moi, à la fin, je comprenais pas grave. En leur lisant des années plus tard, j'ai compris, j'ai apprécié, mais je sais pas si ça peut faire la même chose pour ça. J'ai l'impression, plus je leur lirais, plus je comprendrais des affaires. Probablement. Mais en même temps, y a-tu un fun à leur lire? Final Crisis, il y en avait un, je trouvais. Là, je sais pas. Ouais. Puis, c'est très verbeux, c'est que ça aide pas beaucoup. Ouais, puis tout arrive. Puis à un moment donné, ils ont des armures. Puis ça les rajeunit, hein, gars. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé du team-up Batman and Joker? J'ai pas compris, moi, cette affaire-là. Je l'ai vu comme... probablement que dans un spin-off, tu voyais Batman aller voir le Joker puis lui dire « Viens-t'en, j'ai une job pour toi » ou je sais pas quoi. Là. Il y avait des spin-offs de Heavy Metal? De Heavy Metal, il y en a eu plusieurs. En fait, ça a été difficile pour moi de trouver le principal. Je savais pas qu'est-ce qui était quoi. Heavy Metal, Dark Knight Metal, mais il y avait d'autres Metal titles. C'était un gros événement dans l'univers de DC. Tout est devenu Metal pendant un bout. Là. Mais tu vois, ce moment-là, moi, ce qui m'a mélangé, c'est que tu as Batman, mais sans son armure. Et là, quelques temps après, tu le revois. Là, il sort de cette petite confrontation avec un des démons Batman. Et il a retrouvé son armure. Fait qu'il y a quelque chose au niveau de la communication là, qui s'est perdu. Il y a aussi la fin que tu as Joker qui est avec le méchant Batman, puis ils disparaissent. Je trouve qu'il y a tellement de punch dans cette BD-là qui ne sont que ça. Des punch quand ils se rendent compte qu'ils sont dans le turf de Swamp Thing, puis Swamp Thing est genre, il revole, puis il est comme... Puis là, t'es comme, oh shit, Swamp Thing, c'est un Elemental. La page d'après, il était même plus là. Mais ça, j'ai apprécié ce côté-là parce que c'est Batman qui avait un plan de contingence. Il dit, je vais attirer la Justice League d'un coin où moi, j'ai même pas besoin d'être là pour les combattre. Puis Swamp Thing étant un allié, il va probablement pas les tuer. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même cool. Mais il n'y a aucune conséquence vraiment à ça. Ben, c'est un guet-apens. Ça fait partie d'une série de guet-apens qu'il a fait. Là. Moi, j'ai toujours bien aimé le personnage de Plastic Man. Ouais. Mais là, il arrive, puis c'est un œuf. Puis on sait pas d'où il vient, ça fait... Qu'est-ce qui... Hein? Puis là, à un moment donné, il n'est plus un œuf. Et il est au courant de tout ce qui se passe autour de lui. Il crie pour une splash page, puis après ça, il est dans le background, puis on s'en sac. Mais pour les gens qui trippent, parce que moi, j'aimerais ça parler de cette série-là avec Alex A., qui est un maniaque de DC, ou avec Yannick Belzile. C'est ça, quelqu'un qui suit tout ça. Peut-être que c'est bon. Mais c'est ce que j'allais dire. Envoyez un courriel à ben@mysterieusétonnant.com, puis au pire, là, envoyez un fichier audio, là, s'il faut. Là. Envoyer un truc qu'on va faire jouer à partir de l'ordi à Simon là, sur la console. Prendre des messages. D'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais. Je sais pas si quelqu'un... Tu sais, on a plusieurs informaticiens qui nous écoutent, des gens qui sont travailleurs autonomes. Moi, je cherche un genre de produit, un service qui pourrait faire de la téléphonie à distance. J'aimerais vraiment faire ça. Ils sont pas tous gratuits. Il y en a un aux États-Unis, je sais qu'il existe, mais qui marche pas. C'est avec Google, malheureusement, pas disponible au Canada. Mais ça, on pourrait prendre ce type de commentaires-là et d'appels à l'émission, puis ça serait vraiment intéressant. Mais ça. J'aimerais vraiment ça. Si vous connaissez ça, le ben@mysterieusétonnant.com, mais en même temps, si vous dites « Alliés mystérieux sont dans le champ », ce que vous dites, c'est parce que ça fait référence à ça se peut aussi. Là, t'sais. Moi, je suis sûr que cette série-là, c'est là où je suis peut-être pas aux mêmes places que toi ou peut-être Jake, c'est que je crois qu'en connaître juste un petit peu plus sur
où on en était au niveau du statu quo de l'univers de DC, quand cette série-là a été déclenchée, j'apprécierais plus. Sachant tout de même qu'il y a des gros trous au niveau aux choses. On n'arrête pas de faire référence à des trucs auxquels qui sont infiniment plus complexes que le statu quo le plus récent. Puis encore là, tu sais, je pense à Infinity War. Tu sais, ça n'est un exemple de genre, mon Dieu, que il s'en passe beaucoup de stock, puis les personnages sont forcés à expliquer des affaires puis à faire de l'exposition. Mais, puis, on donnait tout le temps le même exemple, tu sais, c'est l'épisode 14 de la saison 3, là. Fait que si t'as rien vu avant, good luck pour apprécier Infinity War. Mais même à ça, mettons que une grand-maman ou ma tante écoute Infinity War, je suis sûr qu'il y a quand même des moments qui vont la faire rire et des moments qui vont la toucher, même si elle connaît pas toute l'histoire, tu sais. Moi, j'ai pas eu ces moments-là, tu sais. Fait que peut-être que c'est moi qui est dans le champ puis que dans le fond, si j'avais lu pendant 1 an du DC, je ferais comme les gars, vous comprenez pas, c'est un fucking chef-d'œuvre, ça, d'avoir mis ces éléments. Sans doute, moi j'ai l'imprestion qu'il y a un peu de ça. Ouais, peut-être. Un peu de ça. Mais je sais pas si ça fait partie de la continuité que Batman crie hi-ha sur un je cheval. Ouais. Ah, ça, moi, ça m'a gossé. Ouais, j'ai fait comme soyez pas du canal. La finale, finale avec le band. Je trouvais que ça faisait comme Scooby-Doo. Le band? Mais oui, il y a un band qui joue à la fin. Mais là, c'est pas un band qui joue à la fin, c'est une scène de party qui dure même pas une page complète. Ouais, mais c'est ça, c'est de même qu'ils vont célébrer leur victoire, là. Ah oui? Ben, je trouve ça là, en esti. Je trouve que c'était tellement anodin, ça dure une seconde. Là, c'est une page, ça retourne. Ouais, mais tu sais, c'est comme, on était au Vietnam, là, genre, ensemble, là, puis là, finalement, on est revenu en avion, puis on s'en va prendre des Oui, mais attends, non, attends, je suis pas d'accord, parce que la manière que tu l'expliques, c'est comme si, conclusion, tourne la page, party! Mais c'est pas comme ça que ça se passe, il y a un épilogue complètement divisé, c'est pour ça qu'ils l'ont nommé épilogue, puis il y a une grosse conversation entre eux autres autour de la table, où t'as Batman qui s'adresse à la Justice League avec comme, en guillemets, émotion, puis après, il jase autour du party. Tu sais, le party est une mini-case dans tout ça, là. Moi, là, des petits becs à l'eau de rose, vous savez ce que j'en pense. C'est ça. Ouais, il y a quelque chose que j'ai aimé dans l'épilogue, c'est qu'on apprend que là, l'univers a agrandi. Puis je trouve que c'est le fun parce que là, on va peut-être arrêter de parler juste du 52, tu sais, des 52 terres. Là, c'est comme, whatever, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça. Fait que là, ça agrandit, puis ça peut donner plein d'idées. Il y a une d'ailleurs, on fait déjà référence à la 53e terre, avant que le mur pète ou avant que Ouais, ben c'est ça que en arrière du mur, il y a plein d'autres possibilités. Mais je sais que puis Yannick Belzil en avait parlé quand il est venu. La série Dark Knight Metal fait directement référence à ce qui se passe après dans Injustice. Avec la Justice League qui se unit ses forces avec des super vilains. Puis c'est très Kirby-esque. On fait référence au Fourth Wall, les New Gods. Ils vont justement combattre des genres de New Gods ou des genres d'entités cosmiques parce que ces entités-là sont pas d'accord. Si la Terre peut défaire le statu quo comme ils l'ont fait, c'est un danger. Fait qu'ils veulent la détruire. Donc, il y a une référence directement à ça. Puis c'est clair que ça découle un peu dans ce qui s'est passé par la suite, dans ce qui est publié en ce moment chez DC. Il y a un lien. C'est quand même assez récent comme série, là. Je pense que prochainement, le trade va sortir ou il vient de sortir. Quelque chose à rajouter? Non? Non. Ben, écoute, si Justice League vous intéresse, puis là, vous faites « Ah, je pensais lire ça, mais là, Carly, je peux pas. Ça a l'air trop intense. » Lisez la vieille run de Grant Morrison. Pour vrai, ça a super bien vieilli, puis c'est cute, c'est bon. Cool. Ouais, Scott Snyder aussi, que ça run de Justice League. Fait que, on se laisse là-dessus. Et voilà. On vous rappelle, il y a un Patreon disponible pour les mystérieux étonnants. Allez jeter un petit coup d'œil à notre plateforme. Considérez nous encourager pour $1. Même pas, c'est $2 par mois. C'est le prix d'un café. Donc, on se laisse et on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Ou pas, dépendamment. Ça dépend de l'univers dark. Ça dépend du pocket call que Jake va faire. C'est ça. Ça va peut-être changer notre univers. Le statu quo de l'univers. OK, bye. Bye.